un souci avec une photo ou quoi que ce soit, me le dire à l'avance, comme ça je la floute directement. Voilà. Ok, nickel. Donc, Donc, en effet, hein, pour ceux qui... celles, il n'y a pas de monsieur aujourd'hui. Pour celles qui veulent partager des choses qui peut-être sont de l'ordre de l'intime, vous n'hésitez pas à me l'écrire dans le chat. Si vous ne voulez pas le dire à l'oral, comme ça évite à Margot de devoir faire plein de montage. Et puis, ça me permet, moi, de rebondir sans citer de nom, sans vous identifier particulièrement, et de quand même pouvoir avoir vos retours qui sont importants, et puis les questions peut-être que vous aurez qui seront importants aussi. Ok. Eh bien, écoute, Margot, on y va ? On y va. On va faire la présentation. Ouais. Alors, bienvenue à toutes. Du coup, vous êtes ici dans le cadre du Festival de l'Apprendre. Donc, le Festival de l'Apprendre, c'est un festival qui dure toute une semaine sur le thème d'apprendre soin de soi, des autres et de la planète. Donc, on a commencé samedi dernier avec la journée des familles à la Maison de l'Environnement. Donc, c'est une journée où on a eu plein d'ateliers avec plein de familles. On a eu à peu près 300 personnes. Et ensuite, sur le reste de la semaine, du coup, de lundi, du coup, hier jusqu'à vendredi, vous avez des ateliers, conférences en présentiel et en distanciel. Donc, en distanciel comme maintenant sur la plateforme Global et en présentiel sur différents ateliers, notamment sur la journée des professionnels qui aura lieu demain à l'hôtel Métropole de Lyon. Donc, si vous êtes présent sur Lyon et disponible demain, vous pouvez retrouver toute la programmation du festival sur le site du Festival de l'Apprendre. Moi, je suis Margot Béchelet, donc je suis à la Maison de l'Apprendre au tiers-lieu Apprendre et devenir à la Duchère, et je suis chargée de mission du festival et de l'animation du tiers-lieu. Voilà. Je vous laisse Merci pour cette présentation très claire. Alors, je vais commencer moi aussi par me présenter parce que peut-être certaines d'entre vous me connaissent déjà, peut-être d'autres me découvrent selon où vous avez chopé le lien pour le festival. D'abord, je vais commencer par remercier le Festival de l'Apprendre de m'avoir invité à cet événement que je trouve vraiment très chouette. Je ne suis pas très loin de Lyon, donc peut-être que l'année prochaine, je viendrai en présentiel. Mais là, dans mon organisation, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai choisi de faire le live, d'autant que je travaille essentiellement depuis chez moi et depuis Zoom et depuis ces espaces-là. Donc, c'est quelque chose qui est confortable pour moi, on ne va pas se mentir. Mais probablement que si une autre occasion se présente l'année prochaine, je viendrai sur site pour sentir cette ambiance-là et cette émulation-là. Donc, moi, je m'appelle Séverine Guy, j'ai été éducatrice spécialisée pendant plus de 20 ans en institution. J'ai accompagné des centaines, en 20 ans, des centaines de familles, d'enfants en tout genre. Et puis, depuis 5 ans maintenant, j'ai dû faire face à une pseudo-reconversion professionnelle. Je vous passe les détails, mais j'ai vu que parmi vous, il y avait des HP. En tout cas, j'ai vu des pseudos avec marqué HP. Suite à un burn-out, j'ai dû me réinventer. Et est arrivé quasiment en même temps l'identification du haut potentiel de mon fils. Donc j'ai connu ce que vous avez sans doute connu aussi, peut-être vous me le direz, ce que j'appelle le double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on découvre le haut potentiel de son enfant, mais on découvre le sien par la même occasion. Donc à la fois plein de choses s'éclairent, on comprend pourquoi plein de choses se sont passées de telle et telle façon. Et puis en même temps, c'est une petite bombe à retardement où on se dit « Ouh là là, si j'avais su » et surtout, qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? Donc depuis ce temps-là, je me suis servie de mes compétences d'éducatrice, d'accompagnante pour accompagner des parents d'enfants à haut potentiel, puisque je me suis rendu compte que l'offre était très grande, mais que les personnes spécialisées dans ce domaine-là sont encore rares. Et donc, j'en ai fait mon activité principale. Donc, j'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel pour leur permettre de tenir leur juste place auprès de leurs enfants. Et je vais vous partager avec vous ce que ça veut dire, tenir cette juste place. Mais entre autres, vous pouvez déjà entendre que c'est sans se sacrifier. On verra pourquoi est-ce que c'est très important, surtout quand on est parent d'enfants atypiques, de veiller profondément à cette notion de sacrifice. Et puis, parallèlement, je forme aussi des professionnels, des psychologues, des
coachs, des éducateurs, différentes professions de la relation d'aide. Je les forme à l'accompagnement des familles, des parents principalement, d'enfants à haut potentiel, puisque on parle souvent des problématiques qui sont liées au HP. On verra que problématiques, pas problématiques, liées au HP, pas liées au HP, tout ça, on en discutera pendant cet atelier. Mais ce qui m'est apparu au fil des années, c'est que on parle pas beaucoup des parents et des défis que c'est pour eux, des difficultés que ça leur fait vivre, des challenges qu'ils doivent relever, de l'exigence de cette parentalité particulière. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est vraiment le cœur de ma mission, c'est d'aider les enfants, oui, mais au travers d'aider les parents. Puisque à mon avis, c'est le levier le plus pertinent et le plus important. Donc voilà un petit peu pour qui je suis. Je suis aussi maman, j'ai oublié de vous le dire, je suis aussi maman d'un ado de 14 ans et demi. Je fais l'école à la maison depuis toujours, donc il connaîtra l'école à la rentrée de septembre pour le lycée. Pour l'instant, il travaille à la maison. Donc là, il est en train de travailler, par exemple. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est OK? Alors n'hésitez pas à soit vous servir des petits emojis, soit me mettre un petit message dans le chat. Et pour celles et ceux qui sont à l'aise, super, merci. Celles et ceux qui sont à l'aise, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras et puis à échanger directement avec moi. Alors avant toute chose, pour commencer cet atelier, il y a vraiment un truc que j'ai envie de poser tout de suite, c'est que si vous êtes ici, c'est pas parce que vous manquez d'informations sur le haut potentiel. Si vous êtes parent d'enfants à haut potentiel, et je fais OK, il n'y a pas de souci, tant que vous écoutez, c'est nickel. Je pars du principe que vous êtes concerné par la parentalité avec un enfant à haut potentiel ou que vous êtes très proche de ça. Et je sais par expérience que si c'est votre cas, vous ne manquez pas d'informations. Les informations sur le haut potentiel, comme beaucoup de parents, vous êtes allés les lire, vous êtes allés les chercher, vous avez assisté à des conférences, parfois même à des formations. Vous êtes souvent assez incolère sur le haut potentiel et puis vous avez votre expérience de vie à vous comme parent qui fait que les informations, vous les avez. Donc, la plupart des parents que j'accompagne, ils savent vraiment énormément de choses sur le haut potentiel. Ce qui les amène vers moi, et puis peut-être ce qui vous amène dans cet atelier ici, c'est pas j'ai besoin de mieux comprendre, c'est je suis fatiguée. Alors par emoji, qui ici se reconnaît dans ce truc de j'adore être parent, j'adore mon enfant, mais mon Dieu que c'est fatigant. Est-ce que vous vous reconnaissez ici? Ouais, ok, une personne, deux personnes. Les autres, n'hésitez pas. Ok, donc on est d'accord que... petit doute du côté de Nathalie. On est d'accord que la parentalité, c'est une des plus belles aventures de notre vie, mais que parallèlement à ça, être parent d'un enfant atypique, c'est pas très reposant, quoi. C'est pas une parentalité qui coule. Alors bien sûr, on n'a pas l'expérience d'une autre parentalité, mais quand même, dans ce que j'observe autour de moi, et puis comme je vous l'ai dit, j'ai été éducatrice auprès de publics très différents pendant des années, je vois bien que cette parentalité est beaucoup plus exigeante, et je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup plus exigeant justement. On ne parle pas ici de cette fatigue qui se récupère par une bonne nuit de sommeil, on parle vraiment d'une fatigue qui est plus profonde et qui vient souvent du fait d'essayer de bien faire, d'essayer de comprendre, d'essayer de s'adapter, d'essayer de rester disponible, etc. etc. Vous voyez, c'est toute cette dynamique de mon enfant a un profil particulier et il faut que comme parent, je fasse bien, que je sois à la hauteur de cette particularité. Comme je vous l'ai dit, je vous le redis, cet atelier il est filmé, mais vous pouvez intervenir dans le chat si vous le souhaitez. Je vais ouvrir d'ailleurs le chat parce que je vois qu'il y a un petit message. Hop, voilà, je vais laisser ouvert le chat, comme ça je pourrai vous lire en direct. OK. Est-ce que ce cadre posé là, alors vous me l'avez déjà dit, que la fatigue, vous reconnaissez dans cette fatigue. Ce qu'on va faire ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous montrer que je ne vais pas vous ajouter une méthode de plus.
Je ne vais pas vous dire, voilà comment il faut faire pour être un bon parent d'un enfant à haut potentiel. D'abord parce que, de mon expérience également, les méthodes éducatives, à la mode, hein, les méthodes éducatives, la bienveillance éducative, l'éducation positive et cetera, toutes des méthodes que j'aime beaucoup, hein, entendons-nous bien. La bienveillance et toutes ces choses-là sont le cœur de ma vision du monde, on va dire, au-delà de la parentalité. Mais la vérité aussi, la vérité de terrain, la réalité de terrain, c'est que ce sont des stratégies, des méthodes éducatives qui n'ont pas été pensées pour des enfants neuroatypiques, qui ont été pensées pour des enfants typiques, neurotypiques. Okay, et donc, toutes les spécificités de fonctionnement des enfants à haut potentiel ne sont pas prises en compte dans ces méthodes éducatives et donc ne fonctionnent pas. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off avec Margot, c'est vraiment que du coup, ce qui est très gênant et ce qui, moi, me gêne profondément, c'est que c'est très culpabilisant pour les parents. Parce qu'on voit sur tous les réseaux sociaux, on voit un peu partout, même à la télé, même dans des magazines, que si on n'arrive pas à mettre ça en place, alors on est en train de dézinguer nos enfants. Ok, c'est pas vrai. D'accord, vous dézinguez pas vos enfants parce que vous n'arrivez pas à mettre en place les méthodes d'éducation bienveillantes. Donc c'est très culpabilisant, ça donne l'impression que si l'autre y arrive et pas moi, bah, c'est moi qui suis nulle. Ça c'est un autre, une autre effet négatif de ces méthodes éducatives. Et puis pour les parents qui y arrivent, qui sont profondément incarnés là-dedans, bah, ça marche pas avec leurs enfants. Et donc on passe de c'est moi qui ai un problème, qui suis pas un bon parent, à c'est mon enfant qui a un problème puisqu'il répond pas comme j'attends qu'il réponde à telle ou telle stratégie. Donc ça, c'est vraiment gênant. Donc l'idée dans cet atelier, c'est pas de vous ajouter une méthode de plus, de vous dire voilà comment il faut faire. On va plutôt, comme on l'avait annoncé hein, dans le cadre du festival, on va aller regarder un petit peu ce que vous portez vous comme parent. Parce qu'en vrai, c'est là que tout se joue. En vrai, c'est dans la posture parentale que tout se joue avec un enfant à haut potentiel. Et c'est là où on ne regarde jamais. Peut-être que parmi vous, vous avez déjà fait appel à des psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, etc. pour soutenir votre enfant. Et c'est OK, hein. D'accord, c'est des belles professions qui ont vraiment les moyens d'aider les enfants à gagner en confiance en eux, à gagner en autonomie, et cetera. Je suis pas en train de dire que c'est des stratégies qui servent à rien. Je dis juste que, de retour à la maison, eh ben, on voit pas beaucoup les effets. Pourquoi? Parce que, si la dynamique ne vient pas du parent, si la posture choisie ne vient pas du parent, n'est pas pleinement incarnée par le parent, alors avec un enfant au potentiel, ça marche pas. OK? Est-ce que c'est clair jusque-là pour vous? Oui. Ouais. Super, merci. Alors, quand on parle de fatigue parentale, on pense souvent à la charge physique hein, du quotidien. OK, quand on se dit je suis fatiguée, je suis fatiguée de devoir gérer toutes les tâches ménagères, les transports à l'école, au sport, aux prises en charge paramédicales. On parle de cette fatigue-là souvent. Mais chez les parents d'enfants au potentiel, il y a d'autres fatigues qui sont beaucoup moins visibles et qui sont pourtant bien existantes. Il y a la fatigue de penser tout le temps, d'être tout le temps en train de réfléchir de qu'est-ce que je pourrais faire mieux, comment je pourrais faire autrement, quelle stratégie je pourrais utiliser, etc., etc. Il y a la fatigue d'anticiper. Je sais que mon enfant au potentiel, très souvent hypersensible, parfois anxieux, va être potentiellement en difficulté dans telle ou telle situation. Donc, je vais essayer d'anticiper pour que les situations deviennent plus confortables pour lui. C'est une charge mentale qui est très importante. C'est le fait aussi de devoir expliquer. Vous avez des enfants qui sont des pros de la négociation. Ok, je vous apprends rien, qui cherchent tout le temps à négocier et donc, comme parents, ça nous demande d'argumenter, de justifier, d'expliquer, d'apaiser, de contenir. Et tout ça, c'est une charge mentale aussi qui est très, très importante. Et puis, il y a la fatigue de se surveiller soi-même.
est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de dire ça? Est-ce que j'en ai trop dit? Ah, peut-être j'en ai pas dit assez. Peut-être que là, s'il y a une crise, c'est parce que j'aurais dû lui expliquer plus ou j'aurais dû lui dire moins, etc. Cet auto-jugement, hein, permanent, cette espèce de vigilance permanente qui est extrêmement coûteuse. C'est comme si on avait un projecteur permanent sur nous. Alors, c'est nous qui nous le mettons, hein. La société nous la met aussi, mais on se le met aussi pas mal soi-même, hein, comment est-ce que je peux être mieux, comment est-ce que je peux faire mieux, je devrais y arriver. Puisque j'ai compris, puisque les infos sur le haut potentiel, je les ai, j'ai compris les spécificités de fonctionnement globales, puisque bien entendu, hein, on y reviendra, mais tout ça est une affaire d'individu et que le global n'est pas plus pertinent. Et du coup, si je comprends, pourquoi j'y arrive pas? Ok. Je vais vous inviter à penser à une situation récente avec votre enfant et où vous vous êtes dit après coup, j'aurais pas dû réagir comme ça. C'est pas ce que j'aurais dû faire. Est-ce que quelqu'un aurait envie de nous partager une anecdote comme ça? Alors, dans le chat ou... Ouais, Nathalie? Moi, je vais partager une anecdote. Ok. Une situation de vie très, très compliquée. Ok. Je suis HPI, je le sais. J'étais sous Ritaline enfant. C'est sujet clos. Par contre, moi, je sais que pour se préserver, il faut, quand on est vers l'âge adulte, beaucoup dormir, se reposer, prendre soin de soi, être en sommeil. En sommeil, ça veut dire qu'on fait des jobs de routine, on n'est pas tout le temps dans le coq à l'âne, effervescence et tout ça. Et mes enfants sont HPI. J'en ai un là qui a 15 ans et quand il était petit, il s'est enfermé un peu sur lui-même et je me suis dit on va vers l'autisme, Asperger, ce genre de choses. L'éducatrice de la crèche m'a dit aussi, je me suis dit bon on va faire autrement. Et je me suis retrouvée face à des éducateurs qui disaient oui, madame anticipe trop, madame, enfin tout ce qu'on nous demande de faire, tout ce qu'on fait comme biais, hein, parce que c'est des biais qu'on a, des biais d'expérience, des biais cognitifs, des biais d'apprentissage. C'est pas parce qu'on a HPI qu'on sait être parent d'HPI, ça n'a absolument rien à voir. Juste intellectuellement, on pense saisir des choses, on n'a pas les mêmes préférences cérébrales, on est hors sujet. Et tous ces gens-là qui ne sont pas formés vous font des belles leçons. Et un jour, en fait, je voulais faire diagnostiquer à 6 ans. On m'a dit c'est trop tôt par rapport au test, il faut mieux attendre 11 ans, 12 ans. Donc 11 ans, 12 ans, il est bien HPI confirmé. En plus, je suis HPE, d'accord? Okay. C'est vraiment la totale. Il est HPE un peu aussi. Et tous ces gens-là, on leur dit, quand ils ont le verdict pour eux de dire « Ah ben c'est un psychologue, un pédopsie qui a dit que… » Ils ne se remettent même pas en question en disant « Dans nos écrits, nous avions mal appréhendé la situation. » Jamais ils ne se remettent en question. Mmh. Et vous qui êtes éducatrice, je pense qu'ils sont formatés dans des moules de « Dans telle situation, on fait ci, on fait ça. » Et elle est où la place de l'enfant? Elle est où la sensibilité de l'enfant, la réalité de l'enfant, où il n'y a pas de… Alors, je sais que vous avez des réunions, faites des études de dossier, des suivis, des réunions hebdomadaires, mais il faut savoir dire, je ne suis pas compétent. Ah, mais clairement. Nous, en tant que parents, je t'avais juste, nous, en tant que parents, on attend de nous d'être compétents, mais nous, on attend de l'aide. Voilà. Juste pour vous répondre, Nathalie, ce que vous décrivez là, je vais juste nuancer un petit peu votre propos, non pas que je remets en question votre expérience et votre vécu, je sais que de nombreux parents le vivent, mais vous êtes malheureusement tombé sur des éducateurs qui ne sont pas des bons éducateurs. Un bon éducateur part toujours des besoins de l'enfant et de la situation de l'enfant et part même toujours des points forts de l'enfant pour l'aider à développer ses points forts et ne s'attarde pas sur les points faibles. Donc, en tout cas, dans la formation, hein, pour généraliser, la formation des éducateurs n'est pas faite pour appliquer des méthodes, mais au contraire pour revenir à de l'individualité. Cependant, et c'est là où je vous rejoins complètement, et c'est pour ça qu'il y aura l'atelier pour les pros cet après-midi d'ailleurs, c'est que certains éducateurs, dans leur cheminement personnel, parce que vous comprenez bien que les métiers de la relation d'aide, ce sont des métiers où on travaille avec qui l'on est. Et que justement, il n'y a pas de méthode pour apprendre qui l'on est, d'accord? Et que donc, parfois, ces personnes se retranchent derrière des méthodes ou des stratégies clés en main, fourre-tout, moi j'appelle ça, parce qu'eux-mêmes sont en difficulté. Cependant, je nuance juste ça parce qu'il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont de bons professionnels et qui sont investis dans leur travail et qui cherchent… mais j'entends complètement votre mauvaise expérience. Et j'entends aussi… Oui ?
C'est ce que je voulais dire, c'est que je dis pas c'est des bons ou des mauvais éducateurs. Je dis juste que dans l'ignorance, effectivement, ils se mettent derrière des méthodes et ils ont raison parce que dans l'ignorance, il faut se rattacher aux normes, au respect des règles et ce genre de choses. Mais on leur demande pas de reconnaître eux qu'ils ont fait des erreurs ou qu'ils ont mal appréhendé. On leur demande quand il y a un suivi de longue durée de dire aujourd'hui face à ce verdict dont nous ne sommes pas formés pour identifier ce genre de choses, nous comprenons mieux pourquoi des choses qui nous paraissaient inappropriées pouvaient être appropriées pour l'enfant. C'est ça, en fait, que je reproche, qu'il n'y ait pas de remise en question des écrits. C'est ça, en fait. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Les métiers de la relation d'aide manquent souvent profondément d'humilité. Je vais pas vous dire le contraire, c'est souvent le cas. Et je comprends votre désarroi, votre colère même peut-être, ou votre frustration face à ce genre de situation. Et pour ne rien vous cacher, c'est pour ça que j'ai créé, que j'ai décidé d'accompagner les parents d'enfants à haut potentiel, parce que je sentais bien qu'il y avait cette difficulté à rencontrer des professionnels formés, et pas seulement formés aux informations sur le haut potentiel, mais formés sur l'accompagnement de ces enfants et surtout sur l'accompagnement de ces familles. Puisque ce qu'on observe, ce qu'on remarque, c'est aussi que beaucoup de parents, et c'est sans doute votre cas, ont essayé beaucoup de méthodes, ont essayé beaucoup d'outils, et c'est ce que vous dites, vous dites j'ai mis en place tout ce qu'on attendait de moi, finalement, et puis finalement ça marche pas, et plutôt que les pros disent c'est nous qui avions pas les bonnes stratégies, on le remet sur moi, quoi. Et bien sûr que beaucoup de parents ont testé beaucoup d'outils, beaucoup d'approches, ont eu beaucoup de lectures, et au-delà du contact avec les professionnels, ils vont aussi pouvoir se dire sur le papier, en fait, ça marche, tout est juste, c'est cohérent, ça a du sens ce qu'on me demande de faire, mais dans la réalité, ça tient pas. Dans la réalité, c'est pas possible à mettre en place pour les parents, ok ? Et c'est pas parce que les méthodes sont mauvaises. C'est parce qu'une méthode, aussi juste soit-elle, elle tient jamais plus loin que l'état de la personne qui la met en place. Je vais vous expliquer ça un petit peu. Chercher la bonne méthode, c'est noble comme dynamique, et puis beaucoup de parents qui sont fatigués, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont en difficulté, sont des parents qui, bien sûr, qui cherchent la baguette magique. Moi, j'ai des collègues qui me disent « Ah, j'en peux plus, ils cherchent la baguette magique ». Bien sûr, quand on vit un quotidien tempétueux, intense, comme c'est le cas quand on est parent d'un enfant à haut potentiel, bien sûr qu'on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous dise « Tu sais quoi, fais comme ça et tu n'auras plus de tempête émotionnelle ». Bon, c'est humain, cette recherche-là. Mais en effet, c'est à nous, comme professionnels, de dire à quel moment est-ce que la méthode, l'outil, la stratégie que je vous ai conseillé d'utiliser, elle est adaptée à vous comme parent. Encore une fois, c'est sortir de « c'est bon pour l'enfant », ok, qui vient culpabiliser les parents, et en plus, c'est pas toujours vrai, parce que là encore, il n'y a pas de généralité. Je vous rappelle que tous les enfants à haut potentiel appartiennent, et les parents aussi, appartiennent à la même famille du haut potentiel, donc ont des fonctionnements neuropsychologiques spécifiques, oui, mais qui s'expriment au travers de leur personnalité, de leur caractère, de leur histoire de vie. Donc, il n'y a pas un haut potentiel qui est le même que l'autre. Et donc, imaginez qu'il y aurait une méthode qui marche pour tous, il n'y a rien de plus stupide, en fait. Mais en vrai, c'est vrai dans toute l'éducation, okay, même si on sort du côté haut potentiel, c'est vrai dans toutes les éducations, on accompagne, on guide des individus qui vont devenir des individus uniques par essence. Et donc, évidemment qu'avec le haut potentiel, c'est encore plus vrai. Il y a plus de traits à prendre en compte, il y a plus d'infos à avoir en tête, mais il n'empêche que la méthode... Moi, j'ai des parents, souvent, le moment du coucher, quand les enfants sont plus jeunes, peut-être ça résonne pour les uns et les autres, le moment du coucher avec les HP, c'est souvent un grand moment, parce qu'ils détestent dormir, ils détestent aller se coucher, ils détestent ne plus rien faire. Et j'ai des parents qui me disent « Oui, c'est quoi la méthode ?» Mais j'en sais rien, en fait. Comme professionnel, c'est aussi important d'être capable de dire « Je ne sais pas. Par contre, expliquez-moi qui vous êtes au moment du coucher. Votre charge mentale, elle en est où? Votre jauge à patience, elle en est où? Votre envie,
qui se couche vite ou que c'est pas important pour vous à ce moment-là, ça en est où? Et en fonction de ça, on va pouvoir créer une stratégie personnalisée qui va tenir compte aussi des besoins et de l'état des parents. Demander à un parent de mettre en place une stratégie hyper cadrée, etc., alors qu'il est épuisé, qu'il a sa journée de boulot ou sa journée avec ses autres enfants, s'il est resté à la maison et qu'il a plus de patience, ça marche pas. C'est pas parce que la méthode est pas bonne, c'est juste parce que le parent, il n'est pas capable de la porter à ce moment-là. Mais sans culpabilité, il est humainement pas capable de la porter à ce moment-là. OK? Donc ça, c'est vraiment important parce que la quête de toujours mettre en place les bonnes choses au bon moment, ben, elles sont épuisantes. C'est une quête qui est épuisante, qui est culpabilisante et qui est épuisante. Est-ce que parmi vous, il y a des parents comme ça qui ont essayé des stratégies, des méthodes et qui se disent, en fait, c'est épuisant, j'y arrive pas, c'est culpabilisant et surtout, ça m'épuise de devoir y penser à chaque seconde de la vie, quoi. Ouais, je vois que Aude me dit oui. C'est Aude, hein, je me trompe pas de... Oui, c'est ça. Ok, Nathalie aussi. Ok, c'est quelque chose qui vous parle. Super, super. Donc, on est d'accord hein, que ça, c'est épuisant, vraiment. Et ce que j'aimerais que vous entendiez aujourd'hui, c'est que le problème, c'est pas que vous faites pas assez bien. Je le redis. Le problème n'est pas que vous ne faites pas assez bien. Vous n'avez pas de problème à ne pas arriver à mettre en place telle et telle chose. Ok ? C'est pas parce que vous n'êtes pas assez bon, c'est pas parce que vous n'avez pas compris la petite ligne de la formation, etc., etc. Alors quelqu'un me dit les recettes miracles qui sont censées fonctionner pour tout le monde sont désespérantes, mais tellement. Et surtout, elles marchent pas. En vrai, hein, moi, en toute humilité, s'il y avait une stratégie clé en main, miracle, qui fonctionne pour tout le monde, go! Bien sûr qu'on prend. Mais ça ne marche pas. Donc, pourquoi s'entêter à faire des choses qui nous épuisent et qui, en plus, ne fonctionnent pas? Aucun intérêt. OK? Le problème, c'est que, d'abord, vous le faites souvent sans soutien. Et quand je parle de soutien, c'est pas quelqu'un qui vous dit OK, à 10 minutes tu fais ci, c'est pas quelqu'un qui vient vous rajouter de la charge à la charge, d'accord? C'est quelqu'un qui vient justement vous autoriser à faire les choses à votre sauce à vous. C'est ça, hein, le soutien dont je parle. Ce que vous devez comprendre, c'est que, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que les enfants à haut potentiel, ils sont branchés en Bluetooth avec leurs parents. Ça résonne pour vous, ça, par emoji? Ils sont connectés à vous comme si c'était branché en Bluetooth. Ouais. OK. Ça veut dire, pour être un peu plus explicite, hein, ça veut dire que votre état émotionnel est perçu par votre enfant, que vous le vouliez ou pas. Et quand je parle d'état émotionnel, je ne parle pas forcément de fragilité, hein. Faut vraiment... Je fais exprès hein, de revenir sur chaque terme parce qu'on est tellement formaté à entendre des choses que parfois on les entend malgré nous. Je ne suis pas en train de parler de fragilité, je suis en train de parler d'état émotionnel d'un être humain dans une situation donnée, avec le bagage de son histoire, de sa journée, de son vécu et de tout ce qui va avec. OK ? Quand on demande à un parent, par exemple, hein, oui, Aude, je comprends très bien ça. Je comprends très bien ça. Par exemple, on a des stratégies, des méthodes éducatives qui nous disent: «Ah oui, mais quand un enfant s'énerve, il faut se baisser, se mettre à sa hauteur, parler doucement, lui expliquer les choses, etc.» Sur le papier, ça marche. D'un point de vue des apports des neurosciences, etc., ça marche. Dans une vraie vie de parent, qui doit partir à 8h15 pour déposer ses enfants à l'école, qui a une réunion à 9h sur son lieu de travail et que ça fait 10 fois qu'il dit à son gamin de mettre les chaussures, il n'a pas envie de se baisser et d'être calme. C'est une réalité, d'accord? Alors ses parents vont dire: «Ah oui, on m'a dit qu'il fallait que je me baisse, que j'écoute, que je baisse la voix, etc.», vont le faire. Mais votre enfant, il sent qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas du tout aligné avec ça et que vous êtes impatiente, en colère, peut-être angoissée à l'idée des bouchons, et puis en plus il pleut, et puis il fait moche. Vous n'êtes pas réellement dans cet état émotionnel-là. OK ? Et les enfants à haut potentiel, comme ils sont branchés en Bluetooth sur vous, ils vont se dire: il y a un truc qui ne marche pas dans mon monde.
Moi, ce que je perçois, c'est que maman, elle est en colère, ou elle est agacée, ou elle est anxieuse, et en fait, ce qu'elle essaye de me montrer, c'est quelqu'un de calme. Ça marche pas. C'est très angoissant pour un enfant au potentiel, cette perte de cohérence entre son ressenti et les messages que le monde lui envoie. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Eh ben, il va pousser maman à bout. Et quand maman va commencer à, en effet, se mettre en colère, souvent à ce moment-là, plus qu'elle ne l'aurait voulu, parce qu'elle a tellement attendu, elle s'est tellement contenue qu'elle va craquer et qu'elle va se mettre probablement à crier ou à parler très fort, etc. Les parents vont me dire, oui, mais il s'arrête que quand je m'énerve. Mais il s'arrête pas quand vous vous énervez parce que vous lui avez fait peur ou parce que il a perdu un jeu de pouvoir. Il s'arrête parce qu'il se dit « Ah, j'avais raison, t'étais en colère ». Son monde redevient cohérent. Ok? Alors, je vais lire vos messages. Comment ne pas culpabiliser après 1 an d'errance médicale pour ma petite allergique? J'ai été tout ce temps en dépression. Les pros me reprochaient alors mon état émotionnel, que c'était sûrement la raison pour laquelle la petite était mal. Mon Dieu! Ok, je vais répondre à ça. Oui, il y a des vases communicants entre l'état interne des parents et l'état des enfants. Ok. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça que votre fille est mal. D'accord? Comment ne pas culpabiliser? C'est comment, malgré mon... En fait, avec une enfant HP, plus vous allez Je être... ne sais pas comment vous aider. Ah, il y a Alexa qui s'est emballée derrière moi, excusez-moi. Plus vous allez être authentique, plus vous allez dire, eh ben, tu sais quoi? Ouais, maman, en ce moment, elle n'a pas le moral. Elle vit des choses compliquées. Il y a des trucs qui sont difficiles pour elle. Mais toi, tu as le droit d'aller bien. C'est pas toi ce que ressent maman. Ça, c'est ce qui m'appartient à moi. C'est comment on reprend notre responsabilité par rapport à nos états internes. D'accord? J'ai des parents aussi dans ce même schéma qui me disent « Mais c'est OK si je pleure devant lui ou devant elle ?» Mais bien sûr que c'est OK. Pourquoi est-ce que c'est même important? C'est parce que on peut montrer à un enfant qu'on est en dépression, qu'on vit des choses difficiles et que pour autant, bah, on peut remonter à un moment ou à un autre. Vous êtes là aujourd'hui, donc c'est que vous allez peut-être, je l'espère, un petit peu mieux, mais en tout cas, vous êtes à la recherche de solutions. Donc Ouais, vous... je peux Ouais, pardon, avec plaisir. merci. Non, en fait, maintenant, je crois aller plutôt bien. C'est juste que, en fait, maintenant, je sais qu'il y a un vrai diagnostic qui a été posé, mais c'était l'enfer parce que je voyais ma petite qui se renfermait. Alors, on me disait, elle devient autiste, et puis en fait, t'as vu ton état, tu peux pas l'aider. Les médecins me disaient, c'est de votre faute, vous voyez comment vous allez. Enfin bref, donc en fait, je plongeais en dépression parce que c'était ce cercle vicieux. Et maintenant qu'on a un diagnostic, que ça va globalement mieux, ça va, mais j'ai quand même cette part de culpabilité parce que même si j'ai beaucoup mis de mots sur ce que je vivais, moi-même je suis HP, et je lui ai toujours expliqué, maman, elle est triste, mais ça n'a rien à voir avec toi, etc., etc. Mais malgré tout, en fait, j'ai toujours entendu, les 3 premières années sont charnières, l'enfant, si la mère a vécu une grosse dépression, ça laisse une empreinte. Et en fait, j'ai cette culpabilité en fait qui reste et je me dis bah oui, j'ai pas su lui donner la joie que j'aurais voulu lui offrir. J'ai pas été la mère que je voulais être et je pense qu'aujourd'hui j'ai un peu des restes encore parce que dès qu'il y a des moments difficiles au niveau digestif, je culpabilise énormément et parce que ça m'angoisse et je me dis mais ouais, je sais que je lui offre pas la sérénité dont un enfant a besoin et comme elle a arrêté son développement à un moment donné lié à ses problèmes digestifs entre autres, je me suis dit est-ce que c'est aussi parce qu'elle a senti que j'étais pas bien, enfin ça a été très culpabilisant parce qu'en plus elle a commencé à parler à 2 ans et demi. Bon, après elle s'est mise à très très bien parler mais je me suis dit bah oui en fait elle parle pas, c'est de ma faute, elle ressent, enfin donc tout est imbriqué en fait. Je vais vous poser une question si vous voulez bien. C'est Charlène, hein, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui vous dit que si vous n'aviez pas été en dépression, votre fille n'aurait pas eu exactement le même parcours? Sur quoi est-ce que vous vous basez pour pouvoir dire ça? En fait, je pense que alors c'est sûr qu'il y a un gros terrain génétique, mais je me dis juste que on n'a pas su l'aider au maximum. Disons que par rapport au problème qu'elle a eu, elle a beaucoup souffert. Je pense que d'avoir des parents sereins, je pense que ça l'aurait aidé à guérir en fait, parce que je crois beaucoup à la spiritualité et que en fait le corps peut très bien se réparer de lui-même s'il est dans un environnement sans stress. On connaît l'effet du stress.
Et en fait, c'est le fait de connaître aussi les effets de tout ça, que la connaissance en fait des impacts qu'on peut avoir, ça C'est le m'a. problème des HP, ça. Ouais, C'est le peut-être. problème des HP, c'est qu'ils ont trop de connaissances. Moi, il y a deux petits mots que j'aime beaucoup dire aux parents que j'accompagne quand ils m'expriment ce genre de choses, c'est oui, vous avez raison ou pas. On n'a aucun moyen de savoir si ce n'est pas lié à un trait de personnalité de votre fille. Si vous aviez été dans une autre dynamique, qu'est-ce que ça aurait donné? En vrai, ce que je suis en train d'essayer de vous dire là, c'est que tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte comme parents. C'est des croyances. OK? Et des croyances sur lesquelles, malheureusement, Nathalie en a témoigné, vous en avez témoigné, certains professionnels viennent en plus remettre 100 balles dessus. Donc, comme on leur accorde une forme d'autorité, ben, on a tendance à les croire et donc à renforcer notre culpabilité. OK? Mais en vrai de vrai, si vous prenez la situation au-delà de l'impact émotionnel qu'elle vous fait vivre, personne n'est capable de vous dire si vous aviez été une maman plus sereine, comment les choses auraient été pour votre fille. On ne sait pas. On ne sait pas. Et moi, ce que j'aime bien dire, Charlène, surtout, c'est que peu importe ce qui a été fait avant, on est d'accord pour dire que ce qui a été fait avant, personne n'a le pouvoir de le changer. Ça, je suis d'accord, mais est-ce que vous croyez au fait que, au-delà de ça, sans parler de son état de santé, que de vivre pendant l'enfance une maman qui a fait une grosse dépression, ça peut avoir des conséquences psychologiques pour elle plus tard? Enfin, j'imagine que oui, faut être honnête. Alors, en étant complètement honnête, je vais vous dire ça dépend. C'est mon ami Nancy Noyon qui fait aussi des ateliers aujourd'hui d'ailleurs, je crois, qui aime bien dire ça dépend. Donc je rends à César ce qui appartient à César, mais j'aime bien aussi lui reprendre ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça dépend? Si vous avez traversé une dépression dans laquelle vous n'avez pas mis en mots ce qui vous appartenait et ce qui lui appartenait, dans laquelle vous ne lui avez pas montré qu'on pouvait en sortir, avec quelque chose, un chemin qui est parfois long, qui est parfois compliqué, avec parfois des rechutes, etc. Si vous n'avez pas fait preuve de résilience dans cette dépression et puis que cette dépression, elle vous a emporté, d'accord? Typiquement, hein, des mamans qui sont en dépression, qui finissent par passer à l'acte, qui se suicident, etc. Oui, il y a des conséquences pour les enfants. Si vous avez été une maman en dépression, en recherche de soutien, ce que vous semblez avoir fait sans le trouver forcément, mais en tout cas, vous avez été dans cette recherche-là. Aujourd'hui, vous dites que vous allez plutôt mieux, voire vous arrivez à dire même que vous allez bien. Qu'est-ce qu'elle a appris? Posez-vous la question, chers parents, de qu'est-ce qu'ont appris vos enfants? Vous avez juste appris à votre enfant la résilience. Ce qui vient vous culpabiliser, c'est de vous dire: «OK, ça va avoir des impacts psychologiques, sur son avenir, donc je suis coupable de blessures de mon enfant» et pourquoi on se dit ça comme parents? Et ça tombe bien parce qu'on revient au thème profond de cet atelier. On se dit ça parce qu'on se dit que si je ne l'ai pas protégé de tout, alors je l'ai bousillé. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. On fait tous des conneries avec nos enfants. J'en fais, vous en faites, j'en ferai encore, vous en ferez encore. Ce qui est important, ce n'est pas d'essayer de protéger vos enfants à tout prix. C'est que chaque situation vécue, même les situations désagréables, soit source d'enseignement pour vos enfants. Je vais vous prendre un autre exemple pour sortir de ça. Séverine, j'aurais voulu intervenir sur Charlène et c'est mon côté totalement HP d'anticipation, Marlène, de parler. Allez. Je me dis que le jour où elle va être maman, si elle fait un gros baby blues et qu'elle a des souvenirs, elle se dira c'est pas grave, maman a déjà eu ça et je vais m'en sortir. C'est ça. Merci. Elle aura appris la résilience. Moi, c'est le fait que ça ait lieu pendant les 3 premières années et en fait, c'est cette pression de... Pipo, c'est pas vrai. D'un point de vue alors là, pour le coup, je remets ma casquette de formée en neurosciences. D'un point de vue neuroscientifique, ce n'est pas vrai. Vous savez que d'un point de vue neuroscientifique, on crée de nouvelles connexions neuronales jusqu'à 70 ans. Donc, imaginez qu'à 3 ans, c'est ancré, c'est fait, on ne peut plus y toucher, il n'y a rien de plus faux. Est-ce que, je vais vous parler de moi. Moi, j'aime bien parler de moi, non pas
parce que j'aime parler de moi, mais parce que souvent ça déculpabilise les parents. Et puis surtout, ça peut vous montrer peut-être un exemple un peu inspirant et rassurant. J'ai 49 ans aujourd'hui. Est-ce que j'étais la même quand j'avais 40 ans? Pas du tout. J'étais hyper angoissée, j'aurais jamais fait une conférence en ligne comme je suis en train de faire là. J'avais pas du tout confiance en moi. Je doutais énormément de ce que j'avais envie de porter, et cetera, et cetera. À 40 ans. J'ai 49 ans, j'ai créé une entreprise dans laquelle j'accompagne des parents, je crois en ma mission, avec des doutes, avec des moments down, avec des moments je suis pas capable, avec... Est-ce que la petite fille que j'étais à 16 ans aurait été capable de faire ce que je suis aujourd'hui? Jamais de la vie. J'étais en dépression chronique à 16 ans. J'avais une maman qui était en dépression chronique aussi à 16 ans. J'avais un papa qui était très papa copain, mais qui n'était pas du tout papa rassurant, on va dire, hein, qui était un chouette papa, mais qui n'était pas une sécurité. Pourquoi est-ce que je vous fais je peux remonter, hein, quand j'ai été plus jeune, mon frère était héroïnomane, mes parents ont dû me délaisser à un moment donné parce qu'il y avait un problème vital du côté de mon frère aîné. Est-ce que pour autant je suis complètement déstructurée et que je vais pas bien dans mes baskets? Pas du tout. Pas du tout. J'ai appris de ça. Le message que j'essaie de vous faire passer là, c'est que arrêtez, et vraiment j'aimerais que vous entendiez ça, arrêtez de vouloir protéger vos enfants de tout. La vie va leur passer dessus. Je suis désolée, c'est difficile à entendre quand on est parent, et je suis maman, ok? Donc c'est difficile pour moi aussi parfois de me dire, eh ben ouais, il va morfler, parce que je pourrais pas le protéger de tout, d'accord? La question n'est pas parce que du coup, ce qui est compliqué pour les parents, souvent, c'est ouais, mais du coup, je fais quoi à la place, quoi? Si je suis plus ce parent qui essaye de protéger mon enfant de toutes les galères qui pourraient lui arriver, je fais plus mon job de maman. Et c'est là où je veux en venir, c'est que votre job de parent n'est pas de protéger vos enfants. Votre job de parent, c'est de les outiller pour faire face à tout ce que la vie va mettre sur leur chemin, avec des trucs qui vont être super cool et des trucs qui vont être bien pourris. Parce que les trucs bien pourris, malheureusement, ça n'épargne personne. Pardon, hein, c'est pas très fun ce que je suis en train de vous dire là, mais si vous me rencontrez, vous le découvrez. S'il y en a qui me connaissent déjà, ils ne sont pas surpris. L'authenticité, c'est vraiment une valeur principale chez moi. Et en vrai, je ne sais pas faire autrement. Mais quand je vous dis ça, je vous dis aussi, cool, chaque expérience va être l'occasion d'aider votre enfant à développer de nouvelles compétences. J'aimerais revenir là-dessus. Quand on essaye de protéger à tout prix un enfant de ma dépression, de ma peine, de mon manque de confiance en moi, de mon HPE, comme le partage une participante ici, de mon hypersensibilité plus généralement, qu'est-ce que je fais? Je le protège de ça. Donc, je le fais évoluer dans un monde où ça n'existe pas. Quand je fais ça, quel est le message que je lui envoie? Ben, que si lui-même, il est hypersensible, c'est mal, c'est un truc qu'il faut cacher. Si lui-même, il a des phases de dépression ou de grande tristesse ou de découragement, c'est mal, c'est dangereux, il faut le cacher. Voilà les messages que je suis en train de lui transmettre. Si à la place de ça, comme parent, je me dis, ok, en ce moment, mon état interne, ma situation personnelle fait que je vis une phase de dépression. Je prends cet exemple-là, mais on pourrait dire de découragement, on pourrait dire de tristesse, on pourrait dire de grande colère aussi, parce que ça arrive aussi. Exactement, hein, quelqu'un me dit on peut pas les protéger non plus des actualités mondiales très angoissantes. Absolument. On peut éviter qu'ils soient en permanence confrontés à ça, mais on ne peut pas les protéger de cette ambiance-là parce que même si, comme vous dites, certains parents vont me dire « Ah oui, non, mais moi, ils ne sont pas au courant et puis on n'en parle pas à la maison. » Oui, très bien, ils en parlent à l'école, dans la cour d'école. L'info, ils l'ont. Hein. Donc, que nous, comme parents, on essaye de les protéger de ça. On les enferme dans des croyances que tout ça est mal. D'accord? Pourquoi on fait ça? Je fais un petit détour. Pourquoi on fait ça? Parce qu'ici, il n'y a que des mamans. Et des mamans HP, j'imagine. Comme petite fille HP, qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez appris la suradaptation. Vous avez appris que pour être aimé de papa et maman,
pour attirer l'attention de papa et maman, et puis parfois des professeurs, et puis des copains et des copines. Fallait pas être exactement comme vous sentiez que vous étiez. Vous avez appris à vous suradapter. Toutes les petites filles au potentiel apprennent à se suradapter. OK ? Et donc, quand vous devenez maman, vous continuez à vous suradapter, puisque c'est votre pilote automatique par défaut. Je me suradapte à mon emploi, je me suradapte à mon conjoint, je me suradapte à mes enfants. C'est mon pilote automatique. D'accord ? Avec le temps, c'est devenu un pilote automatique. Et j'attends de mes enfants qu'ils se suradaptent eux aussi. Double effet qui se coule. Puisque j'ai acheté l'idée, la croyance que pour être heureux quand on est atypique, il faut se suradapter. J'ai une petite question. Quand tu parles de suradaptation, pour toi, c'est quoi cette définition-là et comment tu vois chez certains enfants ou chez certains parents pour qu'ils puissent se reconnaître aussi, Oui. avoir un diagnostic, etc. Oui, merci Margot de cette question. La suradaptation, donc, comme je vous le disais, elle est beaucoup plus fréquente chez les petites filles. Hein. Ça, c'est les normes sociétales qui font ça. On n'attend pas la même chose des petites filles que des garçons. Une petite fille, dans les sociétés d'aujourd'hui, elle doit être gentille. Ok, on a quand même toujours cette image-là. Hein. Elle doit être gentille, elle doit être sage, elle doit être propre. La petite fille qui rentre de la cour de récréation et qui est pouilleuse des pieds à la tête parce qu'elle a joué au foot, dans certaines familles, bien sûr pas partout et heureusement, mais dans certaines familles, c'est pas ce qu'on attend d'elle. Et surtout, elle doit être celle qui fait plaisir, qui répond aux attentes. Se suradapter, c'est répondre aux attentes des autres parce qu'on perçoit très tôt comme enfant HP que plus on répond aux attentes des autres, plus on a d'amour, plus on a d'attention. Et le besoin d'amour et le besoin d'attention chez un enfant classique, ce sont des besoins vitaux. Ok ? Et ce qui est vrai pour les enfants classiques, neurotypiques, c'est toujours encore plus vrai pour des enfants au potentiel hypersensible. Et donc, très vite, ils comprennent que s'ils veulent avoir l'amour, les petites filles, hein, les petits garçons, ils explosent. Mais les petites filles comprennent très vite que si elles veulent avoir l'amour, l'attention, il va falloir qu'elles répondent aux attentes. Et quand on a le focus sur répondre aux attentes, on n'a plus le focus sur qui je suis moi. Qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, quels sont mes besoins. Et moi, j'accompagne beaucoup de mamans qui ne savent même plus quels sont leurs besoins. C'est un truc qui... quand je leur dis, alors ok, vous auriez besoin de quoi là tout de suite ? Aucune idée. Elles ont tellement le focus permanent sur les besoins de leurs enfants, et c'est tout à leur honneur, encore une fois. Hein. C'est chouette d'avoir le focus sur le besoin des enfants, mais faites du 50-50. Des fois, vos besoins sont plus importants que ceux de vos enfants, de temps en temps. Toujours avec cette idée de quel est le message que je transmets à mon enfant ? En fait, la seule question à vous poser, c'est celle-là. Dans telle situation, qu'est-ce que j'ai envie qu'il apprenne ? Quand je surprotège, je vais venir vers vous, Charlène. Quand je surprotège, j'ai l'impression de faire en sorte de lui éviter des blessures. Spoiler alert, c'est faux. Il en aura d'autres. Il n'aura pas celle que vous l'aurez protégée, mais il en aura d'autres. Et surtout, il ne sera pas outillé pour, à l'extérieur de la relation parent-enfant, faire face à des situations qui seront similaires. Donc, quel que soit ce que vous vivez, demandez-vous toujours, ok, je suis dans une galère là en ce moment. Quel modèle inspirant j'ai envie d'être pour mon enfant ? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il comprenne au travers de cette expérience désagréable ? Charlène, typiquement, qu'on peut se relever, qu'on peut être très très mal et qu'on peut se relever. Et qu'on peut quand même aimer sa petite fille quand on est très très mal. Et qu'on peut quand même être là pour elle avec ce qu'on peut. Et c'était là-dessus, avant de vous redonner la parole, c'était là-dessus que je voulais rebondir aussi, hein, comme maman ici, et puis ailleurs. Hein. D'ailleurs sur le replay YouTube, n'hésitez pas à commenter si vous voulez cette vidéo, je viendrai vous répondre on peut prolonger la discussion sur le replay avec grand plaisir. Mais c'est vraiment cette idée il faut toujours que je donne plus que ce que j'ai à mon enfant. Vous ne pouvez pas donner, ou alors vous vous cramez, mais vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous avez. Charlène, dans ce qu'elle nous partage et avec beaucoup d'humilité et beaucoup de confiance, merci d'ailleurs de ce partage-là, vous lui avez donné ce que vous pouviez lui donner à ce moment-là. Il y a zéro culpabilité à avoir par rapport à ça.
Je prends souvent l'exemple, on parle souvent des écrans, des jeux vidéo, etc. Je suis HP, hein, j'ai tendance à partir un peu partout, mais je suis sûre que vous me suivez quand même. Où on dit les écrans, il faut qu'à telle heure ce soit chez moi à 18h, il n'y a plus d'écran. Ok, ok. Sauf que ce jour-là, j'ai une journée pourrie au travail, je suis épuisée, ma jarre à patience, elle est à 0 et en vrai, ça m'arrange bien que mon fils y joue encore 1 heure parce que je vais pouvoir aller me prendre un bain, me détendre, refaire le plein un petit peu de l'énergie que j'ai plus et du coup, c'est OK pour moi qu'il joue 1 heure de plus. Pourquoi est-ce que je vais aller me mettre la contrainte de « Ah, mais il faut faire comme ci ou comme ça », alors que à ce moment-là, je ne suis pas capable de porter cette règle-là. Charlène, je vous redonne la parole. Ouais, c'est juste merci pour tout ça. Par rapport à alors je sais plus qui a parlé de suradaptation. J'ai une question entre suradaptation et le respect, dans le sens où je sais pas si c'est hors propos, mais typiquement moi typiquement en tant qu'HP, j'ai des explosions émotionnelles parfois, bon, surtout envers mon conjoint plus que ma petite, mais voilà, bon bref. Et en tout cas, en fait, on m'apprend souvent, entre guillemets, via mon coaching, et en fait, tu peux pas jeter ton vomi sur tes poubelles sur les autres, quoi. Et c'est vrai, en vrai. Donc, en fait, c'est quoi la différence, hein, j'arrive jamais à avoir cette réponse depuis des années entre eux, et parce que c'est aussi ce que j'aime renseigner à ma fille, mais c'est quoi le bon équilibre entre vivre son émotion, mais respecter les autres, parce que c'est pas facile à accueillir, en fait, quelqu'un qui est en mode volcan ou en mode tsunami émotionnel. Et est-ce que c'est de la suradaptation ou pas? Enfin voilà, j'ai OK. mal à trouver l'équilibre là-dessus. Mais Oui. ça va aussi pour ce que j'enseignerai pour ma petite. Donc merci. Oui, oui, oui. C'est intéressant parce que la question que vous posez, c'est est-ce que je dois de toute façon suradapter mon intensité, puisque je fonctionne avec cette intensité-là, et que pour respecter l'autre, on me demande de la réguler et donc de me suradapter. C'est un peu ça votre question, hein? Ouais, mais je sais pas si c'est juste que est-ce que c'est la suradaptation ou est-ce que c'est juste un manque de maturité émotionnelle aussi? Enfin, OK. je sais pas. Encore une fois, vous êtes en train d'essayer de classer entre le bien et le mal. C'est fou comme nos sociétés nous emmènent systématiquement là-dedans, ce qui est bien et ce qui est mal. Vous avez conscience que votre intensité peut être difficile à accueillir par une autre personne, quelle qu'elle soit. OK. Vous avez aussi conscience que cette intensité, elle fait partie de vous. OK. Vous aimeriez transmettre à votre enfant qu'elle a le droit de ressentir cette intensité, mais que la limite, c'est que ça ne vienne pas envahir ou polluer ou déverser des choses sur les autres. OK. Est-ce que ça veut dire que votre enfant doit baisser son intensité? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que vous devez baisser votre intensité? Alors d'abord pas du tout et en plus, pardon, mais c'est pas possible. Quand on est HP, quand on est hypersensible, on ressent les choses de manière super intense. Il suffit pas de se dire « Ah, bah alors aujourd'hui, je vais ressentir moins intense ». Ça marche pas comme ça, hein. Mais est-ce qu'il faut mieux le faire par exemple, typiquement, il y a des moments, je vais être au fond du trou, j'ai pleuré pendant 2 heures non-stop et puis ça va Ouais. très vite après. Mais du coup, est-ce qu'il faut mieux pas se cacher un peu dans la chambre? Parce que en fait, c'est hyper difficile à vivre pour le conjoint, par exemple, ou même ma fille, si elle est là, de voir que, mais attends, mais moi la première, si je vois ma mère qui a l'air d'être au fond du trou, les gens, ça les fait un peu flipper. Et moi, je sais que ça va remonter très vite, mais bon, voilà. Du coup, est-ce que l'idée, c'est de vivre la même chose, mais peut-être le vivre seul pour pas le faire vivre aux gens ou... Non, non, parce que si vous faites ça, vous êtes en train de me dire comme je suis, c'est pas bien. Faut que je le cache. Mais sauf qu'après, l'autre est déprimé parce qu'il a vu ça. Alors en fait, je Ça me lui dis, appartient. Ça lui appartient. Vous pouvez très bien être dans cette crise de larmes en lui disant « T'inquiète pas, j'ai besoin de décharger, là, c'est ma manière de le faire, mais ne t'inquiète pas, aie confiance dans le fait que je vais remonter très vite. » Si lui, ça le bouscule, c'est son problème, c'est parce que ça vient de lui parler de ses émotions à lui, que peut-être lui n'a pas envie de regarder, et que vous, elles sont flagrantes. Il ne s'agit pas, la nuance que je ferais, Charlène, c'est est-ce que j'impose aux autres ou pas? Si, qu'est-ce qui fait qu'on impose des choses aux autres? C'est parce que les autres nous autorisent à le faire.
D'accord? Typiquement, comme parent, j'ai un enfant HP, intense, qui fait des crises émotionnelles et qui les exprime d'une manière inadaptée, qui hurle, qui casse les choses dans la maison, qui tape peut-être, etc., etc. Ce que je veux réguler, c'est pas qu'elle ressente les choses moins fortes, elle peut pas, elle est montée comme ça, ok? C'est comment est-ce qu'elle peut exprimer son intensité d'une manière plus adaptée. Et là, on parle d'adaptation et pas de suradaptation. Se suradapter, c'est faire comme si je ne ressentais pas cette intensité, la cacher, la refouler, la ravaler. L'adaptation, c'est OK là que je sois très en colère, par exemple, comme maman, mais je choisis mon moyen d'expression de cette intensité pour ne pas que l'autre vienne se prendre ce TGV dans la figure. Ça, c'est de l'adaptation. La suradaptation, c'est je refoule et je fais comme si ça n'existait pas, parce que sinon on ne va plus m'aimer. Est-ce que ça vous est clair, ça, Charlène? Oui, donc finalement, aller pleurer dans sa chambre toute seule, c'est peut-être mieux si je sais que ça impacte l'autre. Enfin, je veux dire, je l'exprime quand même. Moi, je voulais intervenir, Charlène, pour partager. C'est vieux, parce qu'il a 15 ans, celui dont je veux parler. Il avait 2 ans et demi, il sort de sa chambre, je suis dans le salon, et j'ai un moment de doute, et j'ai quelques larmes. D'accord, je suis assise par terre. J'ai des larmes, je suis toute seule. Et là, il me dit, pourquoi tu pleures, maman? Je dis, maman, elle veut rester un peu seule. Tu peux retourner jouer dans ta chambre, très calmement. Il me dit, bah non, je veux rester tout seul aussi. Bah, je préférerais que tu restes tout seul dans ta chambre. Non, maman, je veux rester tout seul avec toi. Et c'est tout. On ne s'attend pas à comment est leur raisonnement, quelles sont leurs attentes de partager ce moment de doute, de larmes. Parce que peut-être que eux, ils ont des larmes aussi pour un autre sujet et que c'est avec le moment où eux aussi vont pouvoir ne pas refouler. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, Nathalie, ce que vous partagez parce que ça en vient là où je voulais en venir aussi, c'est que à chaque fois que comme parent, je refoule, alors on parle d'émotions ici parce que bien sûr que nos intensités, elles se jouent beaucoup autour de cette question des émotions, mais en vrai pas uniquement, mais c'est ce qui se voit le plus. Hein. À chaque fois que je ne revendique pas un besoin, ici, c'est Nathalie. Oui, c'est Nathalie. Ici, Nathalie a exprimé son besoin d'être seule. OK? Si elle ne l'avait pas fait et qu'elle s'était forcée à être avec son enfant et elle se serait suradaptée en refoulant son émotion, en disant « Oh, je suis maman, j'ai pas le droit de m'asseoir 2 minutes pour pleurer, il faut que je sois à la hauteur pour mon enfant », elle aurait appris à son... Lui, vous vous rappelez, il est connecté en Bluetooth, hein. Donc lui, la tristesse de maman, il l'aperçoit, hein, et il ne sait même pas bien si c'est la sienne ou si c'est celle de maman. Okay, c'est ce qu'on appelle la sympathie chez les personnes à haut potentiel. C'est pas qu'ils sont très sympas, ils sont très sympas, mais c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut surtout dire que l'empathie, c'est quand je suis capable de percevoir les émotions de l'autre, mais que je sais qu'elles ne m'appartiennent pas. Et je peux ressentir de l'empathie pour ça. La sympathie, c'est quand je ne sais plus si c'est à moi ou si c'est pas à moi. Ok. Et les enfants au potentiel et les adultes aussi, hein, hormis un chemin, sont sympathiques. Donc, ils ressentent les émotions des autres à la place des autres ou en même temps que les autres. Si Nathalie n'avait pas dit, là, maman, elle a besoin d'être seule parce que voilà, et puis qu'il y a les larmes qui coulent, donc l'enfant comprend qu'il y a une tristesse. Ok. Qu'est-ce qu'elle aurait appris à son enfant? Qu'exprimer un besoin, c'est pas bien. On va plus nous aimer si on exprime un besoin. Qu'avoir de la tristesse, c'est pas bien. Il faut la refouler et il faut être une warrior et il faut y aller coûte que coûte. Voilà qu'est-ce qu'elle aurait appris à son enfant. En acceptant de se mettre par terre et lui dire « là, j'ai besoin d'être seule », en effet, elle autorise son enfant un jour, peut-être pas tout de suite, peut-être quand il aura 15 ans, peut-être quand il en aura 12, peut-être quand il en aura 25, à dire « là, j'ai besoin d'être seule ». Elle lui enseigne que c'est OK d'avoir des besoins, que c'est important de les revendiquer, qu'on a le droit de vouloir les faire passer en premier à un moment donné. Donc, à chaque fois que vous vous adaptez à ce que vous... En plus, et j'aime beaucoup, Nathalie, ce que vous dites, parce que, comme parents, hein, on s'adapte aux besoins qu'on pense que nos enfants ont. Vous m'avez suivi? Ça veut dire que
On ne sait pas de quoi nos enfants ont besoin. C'est un travail vachement d'humilité, la parentalité, hein. Parce que moi, les besoins de mon fils aujourd'hui, qui a 14 ans, les besoins qu'il avait il y a 3 mois, c'était pas les mêmes. Parce que ça bouge vite, un enfant. Ça grandit vite, ça évolue vite, ça teste différentes choses dans la vie. Et le besoin, parfois, que je me dis: «Ah là, il a peut-être besoin d'intimité». Non, en fait, là, il a besoin que je le soutienne et qu'on discute. Et puis d'autres fois où je me dis: «Ah, il a besoin de parler, alors je vais lui proposer de parler». Ben, en fait, non, il a besoin d'être tranquille. Si à aucun moment je lui ai transmis par ma manière d'être à moi, que nos besoins sont fluctuants, qu'on a le droit de les exprimer et qu'on a le droit de demander aux autres de les respecter, si comme parent, je ne suis pas ce modèle inspirant-là, alors je ne transmets pas ça à mes enfants. Et j'aime bien dire, souvent, c'est des petits électrochocs parfois pour les mamans, et Charlotte, peut-être ça va vous parler, mais est-ce que vous avez envie que votre fille, quand elle va être en couple, mariée, ou son premier petit copain, qu'elle se dise: «Ouh là là, il ne faut pas que j'ai besoin, sinon on ne va plus m'aimer. Il ne faut pas que j'exprime mes émotions parce que sinon on ne va plus m'aimer». Est-ce que c'est ce que vous avez envie de lui transmettre? Bien sûr que non. Rappelez-vous que les enfants, tous les enfants, apprennent par imitation. D'accord? Et les enfants à haut potentiel, comme toujours, encore plus que les autres. Rappelez-vous vos enfants HP à la maternité. Ils vous scrutaient déjà. Ils vous suivaient déjà du regard. Ce sont des enfants qui scrutent leurs parents en permanence. Vous changez un tout petit peu, encore aujourd'hui, à 14 ans, ça existe encore, vous changez un tout petit peu d'attitude physique, vous l'avez même pas vu que vous avez changé un petit peu de tête, c'est même pas conscient que votre enfant, il vous dit: «Pourquoi tu fais cette tête?» Bah, c'est ma tête, j'ai pas l'impression, moi, d'avoir eu une autre expression. Lui, il l'a perçue parce qu'il scrute tout le temps. Est-ce que quand je dis ça, je dis: «Eh ben, du coup, il faut être un parent modèle. Puisque mon enfant me scrute, il apprend de moi, ouh là là, si je suis pas parfaite, ça va être une catastrophe». Non. Il a besoin d'avoir accès à votre humanité, votre enfant. Il a besoin d'avoir accès à maman qui parfois se plante, accepte de s'être trompée, s'engage à faire mieux une prochaine fois. Il a besoin d'avoir accès à maman qui a une émotion intense et que 2 minutes après, il voit chanter dans la cuisine et qui peut revenir en mots, lui dire: «Bah oui, tu sais, moi je fonctionne comme ça, j'ai des émotions qui sont comme des volcans et puis le volcan, il a besoin de sortir et puis une fois qu'il est sorti, eh ben c'est bon, c'est comme si j'avais nettoyé tout ça et je peux repartir». Ça, c'est puissant à transmettre à vos enfants. Je vous écoute là-dessus. Qu'est-ce que ça réveille chez vous, ça? Charlène, par exemple, mais les autres aussi, hein? Oh! Quelle Moi, je évidence! suis d'accord avec tout ce que vous dites et merci beaucoup de le partager. Mais du coup, désolée, j'ai encore ça me fait penser à un tout petit truc. On est là pour ça. Mais dans le sens positif, dans la polarité inversée, au niveau de la suradaptation, par exemple, ma petite, elle a bientôt 3 ans, puis elle adore tout le temps nous apporter des objets, et puis on me dit: «Oh merci, t'es gentille». Mais en fait, je me dis: est-ce que de lui dire ça, elle va pas faire les choses pour nous faire plaisir? Et au final, est-ce que c'est pas aussi la suradaptation, même si c'est censé être positif, mais est-ce que ça... Enfin, je me pose la question quand je le fais parce qu'elle est trop contente de nous amener les objets dont on a besoin, et voilà. Mais est-ce que je devrais lui dire: non, mais tu sais, t'as pas besoin de faire ça pour maman, pour qu'elle t'aime, ou... Enfin, je veux dire, ça me pose question en même temps, en fait. La vraie bonne réponse à ça, c'est quand vous lui dites: «Oh merci, c'est gentil», est-ce que vous le pensez vraiment? Ou est-ce que vous êtes dans un jeu de rôle? Ah non, non, pas du tout, je le pense vraiment parce qu'elle est tellement Alors mignonne, elle a bon, tellement belle intention, elle est toute contente de nous faire plaisir que c'est vraiment... Mais je me dis, je veux pas qu'elle pense qu'elle doit être gentille, en fait. pour l'instant, c'est ce qu'elle a envie d'être. Votre amour, dans votre manière d'accompagner votre petite fille, votre amour n'est pas conditionné au fait qu'elle soit gentille. Ah non, Est-ce que quand elle pas est du tout, est-ce que pas du tout. Je lui dis, tu sais, maman, elle t'aime toujours, hein, même quand des fois tu pleures et que tu fais des eh crises ben de... voilà. L'idée, c'est vraiment, mais vous voyez comme quoi on est marqué par des années d'éducation tordue. À chaque fois que vous êtes pleinement authentique, pleinement aligné avec quelque chose que vous dites ou avec quelque chose que vous décidez, je vais en venir là aussi après, c'est toujours du gagnant.
Si elle a l'initiative de vous amener des choses et que vous trouvez ça trop chou et qu'en plus ça vous fait plaisir de voir l'empathie et ça montre bien la capacité aussi des enfants qui ne sont pas encore formatés, comment ils vont naturellement aider et soutenir les autres. Ok, valorisez ça. C'est chouette comme trait de caractère à valoriser l'envie de faire plaisir et de rendre service. Là où ce serait gênant, c'est si la prochaine fois que vous lui faites une demande, elle dit non, elle boude dans sa chambre, que vous ayez une attitude « Ah bah alors là, je t'aime plus ». Là, oui, là, on a un problème. Mais si quand elle dit non, j'ai pas envie, je veux pas, et qu'il y a des fois où vous êtes en capacité de dire « Ok, j'entends que là, t'as pas envie, c'est ok, on réessayera une autre fois », et qu'elle se sent accueillie aussi dans son « j'ai pas envie », il n'y a pas de souci en fait. Est-ce que ça résonne pour vous, ça? Je Oui, vois... merci beaucoup. Ce que je retiens, c'est que c'est important de laisser ressortir nos émotions, les montrer à nos enfants, important de leur montrer comment nous réguler, reconnaître et accepter nos émotions. C'est ça. Et pour aller encore plus loin que ça, puisqu'on est sur... Vous avez vu que j'ai lâché mes feuilles, mais ça c'est moi dans toute ma splendeur, parce qu'en fait j'aime partir de vous, donc je prépare des ateliers, puis après finalement je me laisse emporter par d'autres discussions, mais c'est ce que j'aime, c'est les choses qui sont vivantes. Pour aller encore plus loin que ça, et puis pour vous aider encore davantage, vous savez, si en face de moi, il y a des montagnes. Je suis en Haute-Savoie, vous êtes à Lyon, il y a moins de montagnes chez vous, mais il y en a quand même. Moi, il y a le Mont Blanc qui n'est pas très loin, par là-bas. Si je me dis « Oh, un jour, j'aimerais bien gravir le Mont Blanc », et puis que je me mets à suivre un mec sur les réseaux sociaux qui l'a déjà gravi plein de fois et pour qui c'est facile de le faire. Ok ? Est-ce que je vais apprendre comment faire, comment m'entraîner pour monter au Mont Blanc ? Non, le gars, il le fait depuis des années, c'est sa sortie annuelle, etc. Je ne vais rien apprendre de comment il a fait pour un jour arriver à le monter, ce Mont Blanc. Si je me mets à suivre quelqu'un qui a le challenge de monter le Mont Blanc, mais qui est dans la même situation que moi, c'est-à-dire il part de « je marche 20 minutes par jour et je fais des randos de temps en temps ». Ok ? Et que je me mets à suivre cette personne et puis que je vois son entraînement pour atteindre son objectif qui est d'un jour monter au Mont Blanc. Alors, je vais le voir échouer. Je vais le voir essayer des stratégies qui ne marchent pas, les laisser tomber, en essayer d'autres, penser que telle chaussure est plus confortable, et puis finalement, il a des ampoules aux pieds, et puis du coup, il ne peut pas aller au bout de son entraînement. Je vais voir toutes ces galères. OK ? Et puis un jour, je vais le voir arriver à monter le Mont Blanc. Lui, je vais pouvoir m'inspirer de lui. Parce que peut-être dans un premier temps, je vais prendre les mêmes étapes du chemin que lui, mais quand je vais les prendre et puis que je vais rencontrer les mêmes galères, je ne vais pas me dire que j'ai un problème. Je vais me dire, c'est normal, en fait. Je me rappelle, lui, là, que je suis beaucoup, lui aussi, il a eu ses galères, et puis regarde, maintenant, il est quand même arrivé au Mont Blanc. Je vais pouvoir apprendre de lui. Donc, n'imaginez pas que vous avez besoin d'être dans une parfaite gestion de vos émotions pour être capable d'accompagner celle de vos enfants. Ce dont vos enfants ont besoin, ce à quoi ils ont besoin d'assister, c'est à votre chemin. Comment vous faites quand vous avez une émotion qui est très intense, et puis que vous êtes dans un lieu public, et puis qu'en effet, vous ne voulez pas hurler. Je vous prends un exemple comme ça. Comment vous faites pour gérer ça? C'est quoi votre stratégie? Parce que c'est cette stratégie-là que votre enfant va voir mettre en place. Si vous êtes sans filtre et que vous hurlez au milieu du magasin, vous allez transmettre à votre enfant que quand on est en colère, on peut hurler partout, tout le temps, et que c'est OK. Et votre enfant va se mettre à hurler à chaque fois qu'il sera en colère. OK ? Si au contraire, quand vous commencez, vous vous dites « OK, ça c'est pas OK, c'est pas ce que je veux transmettre », peut-être que moi, il faudrait que j'identifie quand ça commence à monter, en fait, que j'attende pas d'être tout en haut. Et que quand vous sentez l'émotion monter, vous commencez en présence de votre enfant à dire « Ouh, je sens que je commence à manquer de patience là. Ouh, alors ça c'est une situation qui m'énerve profondément, je sens là que mon émotion elle est en train de monter. Oups, il faut que je fasse tel ou tel truc. » Et que vous vous régulez, vous vous entraînez à vous réguler. Votre enfant il va faire la même chose. C'est ça être un parent inspirant, c'est pas être un parent parfait, c'est un parent justement très humble, plein d'humilité,
qui est capable de montrer à son enfant ses loupés, son chemin, mais parce qu'il sait que c'est de ça dont son enfant a besoin ensuite pour pouvoir se le réapproprier. Ok ? Je vois Nathalie qui écrit « Cela permet aussi de mettre des mots sur les émotions. Exemple, maman est en colère mais pas avec toi, exact. Et l'enfant de répondre « Moi aussi je suis en colère et avec toi ou un autre enfant ou un autre adulte. » C'est ça. C'est exactement ça. Hein. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle le modèle du parent inspirant, c'est-à-dire ce parent qui est le modèle de ce qu'il veut voir émerger chez son enfant. Et pas le modèle parfait, je vous le redis. On n'est pas arrivé en haut du Mont Blanc. On n'y arrivera pas, hein, je vous le dis, ou peut-être à 80. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est que la vie, c'est un chemin et qu'on va développer des nouvelles compétences tout au long de notre vie. Et vos enfants aussi. C'est une super bonne nouvelle, ça. Mais par contre, voir le chemin que vous empruntez pour pouvoir s'en inspirer, c'est de ça dont votre enfant a réellement besoin. Et puis, en deuxième partie de ce parent inspirant, justement, ce que j'aimerais vous dire, le parent inspirant, c'est aussi celui qui prend la responsabilité de ce qui lui appartient, émotions, décisions, etc., et qui laisse à son enfant la responsabilité de ce qui lui appartient. Je m'explique. On est dans une société où il y aurait comme deux modèles d'éducation, et je me faisais cette réflexion pas plus tard qu'hier. Il y aurait l'éducation bienveillante où le parent se sacrifie aux besoins de son enfant, ok. L'éducation bienveillante caricaturale. Ouais, vous m'avez compris. Et puis, il y aurait les violences éducatives ordinaires où le parent dirige tout, décide de tout, contrôle tout, etc., etc. Mais il y a une autre voie qui est possible. Il y a la voie de la responsabilité. Comme parent, quand je prends une décision, alors je sais que comme HP, quand je prends une décision, je me demande si l'autre n'aurait pas été meilleur, et puis j'en ai 12 autres qui me viennent dans la tête, et je me demande laquelle aurait été meilleure. D'accord ? Prenez vos décisions avec qu'est-ce qui est juste et bon pour moi, là, tout de suite, maintenant, dans cet instant. Qu'est-ce qui me paraît le plus aligné? Qu'est-ce que je suis capable de le plus tenir quand je dois dire un non, quand je dois mettre une limite? Qu'est-ce que je suis capable de tenir avec qui je suis, là, tout de suite, maintenant? D'accord ? Ça, c'est ma responsabilité. De tenir. Également appelé mâle, appartient à Mediado. Je ne sais pas, il y a Alexa qui me parle, pardon. Ça, c'est ma responsabilité à moi. Comment mon enfant va réagir par rapport à ce que je viens de décider, c'est sa responsabilité, c'est pas la mienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne peux pas contrôler, je dois accepter comme parent que je ne peux pas contrôler les réactions de mon enfant. Je préférerais que ça se passe bien. Je préférerais qu'il comprenne pourquoi je lui dis non à ce moment-là. Je préférerais qu'il soit raisonnable. Mais quand j'attends de lui qu'il soit raisonnable, j'oublie que c'est un enfant. J'oublie que parmi nous, dans cette salle ici et dans la vie en général, il y a plein d'adultes qui ne sont pas raisonnables. Il y a plein d'adultes qui s'énervent au feu rouge, qui insultent tout le monde, qui klaxonnent dans les bouchons. On attend des enfants qu'ils aient des compétences que nous, adultes, on n'est pas sûr d'avoir. L'idée, c'est, mon enfant me demande, je ne sais pas, reprenons l'histoire des écrans, par exemple, me demande d'avoir accès à un jeu vidéo. Dans mon système de valeurs à moi, et non pas dans ce que la société me dit qu'il faut faire, dans mon système de valeurs à moi, dans ce que je me sens capable de tenir, aujourd'hui, c'est non. Je suis OK avec ça, je sais pourquoi, c'est non aujourd'hui. Il a des devoirs à faire, on va sortir, c'est bientôt l'heure de manger, peu importe, mais c'est non. Vouloir convaincre mon enfant HP que c'est la bonne décision, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Plus vous allez chercher à convaincre un enfant à haut potentiel, plus vous allez déclencher de l'opposition. Toujours. Regardez dans vos vies, dans vos expériences, à chaque fois que vous avez voulu convaincre votre enfant, vous avez déclenché de l'opposition. Pourquoi ? Parce que les enfants à haut potentiel et ados à haut potentiel sont des détecteurs de parents contrôlants.
Ils détestent qu'on ait du pouvoir sur leur vie. Ça fait partie des traits de personnalité fréquents. Bien sûr, ce n'est pas toujours, hein, mais souvent, les enfants au potentiel n'aiment pas qu'on ait du pouvoir sur eux. Et donc, à chaque fois que je sens que papa ou maman essaye de me convaincre et donc d'avoir du pouvoir sur moi, par principe, je vais m'opposer. Je ne vais même pas chercher à savoir si c'est pertinent ou pas. Hein. OK ? Ça veut dire que dans ma posture, je ne dois pas être en permanente recherche de collaboration, de coopération ou de validation, pire encore, de validation de ma décision par mon enfant, mais je dois être cet adulte ferme et bienveillant qui, quand il prend une décision, en prend l'entière responsabilité. D'accord ? Et ça va avec accepter le fait que peut-être que mon enfant, il ne va pas être content. Peut-être que ça va déclencher de la colère. Peut-être que ça va déclencher une tempête émotionnelle. Peut-être que. J'ai pas de pouvoir là-dessus. Ça, c'est la part de responsabilité de mon enfant, le choix de son comportement. Je vous rappelle que, bien sûr, que les enfants et les enfants HP comme les autres sont en cours de construction, que leur cerveau n'est pas complètement construit, qu'ils sont impulsifs, qu'ils ont une tolérance à la frustration plus petite et plus faible, etc., etc. Tout ça, on est d'accord. Est-ce que ça veut dire que pour autant, on ne doit rien leur apprendre dans ces domaines-là parce qu'on se dit « Oh, le cerveau, il n'est pas prêt ». Donc, il ne peut pas, en fait. Il ne peut pas faire autre chose que taper dans les murs. Ah, bah si, je vous jure que oui. Hein. Et à 3 ans déjà. Hein. On est d'accord que convaincre, ça n'empêche pas d'expliquer. Par exemple, tu n'auras pas d'écran parce qu'on va manger. Complètement. Mettre du sens essentiel avec un enfant HP1. Le besoin de sens, c'est le même besoin que celui de se nourrir, de dormir. Et chez un enfant au potentiel, le besoin de sens, il est partout. D'accord ? Il a besoin de comprendre pourquoi. Mais parfois, vous verrez, Charlène, elle est encore jeune, et puis c'est peut-être déjà le cas, ils ont beau avoir compris pourquoi, ça ne leur va pas. Hein. Ça ne les arrange pas, d'accord ? Donc, ils n'ont quand même pas envie de se plier à ce qu'on leur demande, hein, parce que ça ne va pas dans leur sens. OK ? À ce moment-là, mon enfant, il faut que comme parent, j'accepte que mon enfant soit mécontent, exprime sa colère ou je ne sais pas quoi, d'accord ? Mais mon job d'adulte, c'est d'autoriser ça, mais de ne pas autoriser les comportements qui ne sont pas OK. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est OK pour moi que tu ne sois pas content parce que là, je te dis non, mais ce n'est pas OK que tu tapes dans les murs. Que tu sois en colère, ça, tu as le droit. Que tu te sentes frustré, ça, tu as le droit. Mais la manière dont tu l'exprimes, ce n'est pas OK. Pour te montrer que ce n'est pas OK, il va y avoir une conséquence à ton choix de comportement. Alors peut-être que c'est très individuel dans les familles. Parfois, on va dire, OK, là, tu n'as rien géré, tu as tout cartonné, dernière chance. J'aime pas bien cette stratégie, mais je sais que certains l'utilisent. La prochaine fois, si tu as encore ce comportement, voilà ce qui se passera pour toi. Pourquoi pas ? Moi, je préfère dire, tu as choisi d'avoir ce comportement-là, et donc, voilà quelle est la conséquence. Tu as tout retourné dans la maison, bah, il ne se passera rien pour toi tant que tu n'auras pas tout rangé. Et la prochaine fois que tu ressentiras cette colère, eh ben, tu choisiras un autre moyen de l'exprimer. Je ne te demande pas de ne pas la ressentir, cette colère. Je te demande de choisir le moyen dont tu veux l'exprimer. Et ça, je vous promets, 25 ans comme éduque, auprès de publics très variés, mais vraiment très variés. Même les publics en situation de déficience intellectuelle sont capables, le coup d'après, de se dire « Ah, la dernière fois, la conséquence, c'était pas terrible, je vais peut-être faire autrement. » Donc, n'imaginez pas que vos enfants n'ont pas la capacité de choisir leur comportement. Par contre, l'être humain, par essence, nous comme eux, on est feignants. Et si mon pilote automatique, c'est « maman dit non, j'hurle, je crie », ça me demande 0 effort et puis il se passe rien de désagréable pour moi après, il n'y a aucune raison que je fasse pas ça. Aucune. Parce que c'est ce qui me demande de moins d'énergie. Et encore une fois, le cerveau humain, même ceux des HP, est feignant. Il va toujours aller là où ça lui demande le moins d'énergie. S'il n'y a pas un peu de désagréable, et je ne parle pas ni de punition, ni d'humiliation, ni rien de tout ça, vous l'aurez compris, mais s'il n'y a pas une conséquence un peu désagréable derrière, j'ai aucune raison de la prochaine fois faire l'effort de prendre 2 secondes avant de décider du comportement que je vais avoir pour choisir un autre comportement.
Est-ce que c'est OK ça? C'est dur quand on n'aime pas le conflit. Ah, j'adore cette phrase. Qui a dit ça? Attendez, je vais voir. C'est Aude. OK. Est-ce que déjà, avant que je réponde à Aude, est-ce que vous percevez l'importance de votre posture de parent? Oui, moi, je voulais partager quelque chose. Je pense que, et par expérience, hein, que en mettant des conséquences, nous, en tant que parents, elles ne sont pas forcément toujours adaptées. Moi, je demandais la réparation, donc ranger ce qui a été dérangé, réparer les choses, la réparation. On permet à l'enfant de faire un effort d'apprentissage sur qu'est-ce que tel comportement entraîne et de chercher à trouver lui-même des solutions, ses solutions. Et en fait, on remplit notre rôle de parent qui est de lui permettre des apprentissages. Nickel. Et encore une fois, vous êtes les experts de vos enfants. Ne laissez aucun professionnel, quel qu'il soit, vous laisser douter de ça. Vous êtes celles et ceux qui connaissez le mieux vos enfants. D'accord? Il y a des courants comme ça professionnels où on a l'impression que c'est plus nos gamins, c'est eux qui savent, c'est les pros qui savent. C'est pas vrai. Et c'est comme je vous le disais tout à l'heure, moi, les familles que j'accompagne, la première réponse quand elles me disent comment je fais pour faire ça, c'est toujours la même, c'est j'en sais rien. Par contre, expliquez-moi ce que vous attendez, quelles sont vos capacités globales dans ce genre de situation. Parlez-moi de votre enfant, de comment il a l'habitude de réagir, etc. Et moi, là, je vais pouvoir vous aider à définir une stratégie qui va être pertinente pour vous. Et la famille que j'accompagnerai l'heure suivante, ce ne sera pas pertinent pour elle. D'accord? Vous êtes les experts de vos enfants. Vous savez, vous, ce qui est le mieux pour eux. Vous savez, et si certaines personnes ont plusieurs enfants, vous savez que ce qui fonctionne avec l'un ne fonctionne pas avec l'autre. Parce que ce n'est pas les mêmes enfants. D'accord? C'est pas que vous faites mieux avec l'un et moins bien avec l'autre, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas la même personnalité, ils ne réagissent pas aux mêmes choses de la même manière. C'est la beauté de la diversité humaine, ça. Pour répondre à Aude, qui me dit « c'est dur quand on n'aime pas le conflit ». C'est quelque chose que j'entends souvent. J'ai envie de vous dire ça, Aude. Est-ce que, quand vous évitez le conflit, est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Non. En fait, j'ai tendance à éviter la confrontation. Si vraiment, vous parlez de stratégies qui nous conviennent, si vraiment, moi, je m'écoute, il y a des moments où je me dis, en fait, j'ai pas envie de voir. Je vais faire comme si je voyais pas ou comme si j'entendais pas. Et c'est peut-être le regard social ou je sais pas quoi. Donc, mon mari fait pas pareil, hein. Il y va à tous les coups, il tient le cap, etc. Moi, je tiens pas le cap, je change d'avis, je doute, je suis pas sûre d'avoir la bonne réponse, etc. Donc, je suis pas très constante. Enfin, sauf sur les grands principes très, très importants, évidemment. Mais je m'en veux, en fait. Je me dis, bah, en fait, voilà, là, mon mari, il n'aurait pas fait pareil. Et moi, j'ai fait comme ça, j'ai lâché. Et j'ai pas fait. Vous vous en voulez parce que vous n'avez pas les mêmes stratégies que votre conjoint. Est-ce que je Non, pas comprends bien? forcément. C'est pas que j'ai pas les mêmes stratégies. Je suis complètement OK avec ça. Et au contraire, je pense que c'est bien. Mais il y a des moments où je me dis, bah là, j'aurais dû tenir, en fait. J'aurais pas dû m'écouter moi et j'aurais dû tenir sur, à un moment donné, mon grand qui était en 5e l'année dernière, par exemple, c'était compliqué d'aller à l'école. Enfin, bon, finalement, maintenant, je sais avec le recul que j'ai eu raison, mais où il y a eu des moments où je me dis, bah non, en fait, là, j'ai pas envie de me battre, mais je sais pas je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas très clair ce que je vous dis, mais. Si, mais moi, j'essaye d'entendre au-delà de vos mots. Quand vous dites j'ai pas envie de me battre, et en même temps vous me dites ouais, mais je me suis rendu compte finalement avec l'expérience que j'ai eu raison de ne pas me battre. Est-ce que c'est j'ai pas envie de me battre ou je sens que ce dont on a besoin là, c'est pas d'aller au conflit? Ouais, c'est peut-être ça, mais je sais pas si c'est ce dont on a besoin ou si c'est ce dont j'ai besoin. Alors ça on peut jamais le savoir. Je vous rassure, comme je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, même si on aime nos enfants plus que tout, on n'est pas dans leur tête. Et on a le deuil à faire de dire, bah non, en fait, je sais pas qui il est.
Je suis en train de le découvrir. Et lui, c'est pas qui il est non plus. Donc, du coup, on le découvre tous en même temps. Souvent, vous êtes vous-même au potentiel? Je sais pas, j'ai 2 enfants HPI, mais Ouais, voilà, j'ai pas investigué la question. Les chiens font pas des chats en règle générale, donc en tout cas, vous êtes dans cette dynamique-là, peu importe l'étiquette. Moi, je pense que peut-être que ce qui se joue chez vous, c'est voilà ce que je sens. Je sens qu'avec cet enfant-là, le conflit, c'est pas la bonne stratégie. Et que la bonne stratégie, c'est de maintenir la relation, d'être dans l'écoute, etc., etc. Mais la société, elle me dit qu'il faut tenir un cadre. Et comme la société me dit qu'il faut tenir un cadre, mais que moi, en fait, c'est pas ce que je sens, j'ai l'impression de pas faire ce qu'il faut. Est-ce que ça peut être quelque chose comme ça? Oui, je pense que c'est ça, ouais. Ok. Et c'est pour ça que j'aime bien, je faisais la petite remarque, j'aime bien avoir aucun regard extérieur et je suis seule avec mes enfants et je fais à ma sauce et en général, c'est super. Bon, maintenant, ils sont grands. Ouais. Oui, Ouais, ils ça vont bien. fonctionne très bien. Très bien. Est-ce qu'ils vont bien, vos enfants? Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Vous vous rappelez, je vous ai dit, on doit toujours se poser la question, qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? J'apprends de cette expérience que je peux me faire confiance, Aude. Que j'ai eu raison de me faire confiance. Oui, vous avez évité le regard des autres et vous ne pouvez pas savoir combien vous êtes de parents d'enfants au potentiel à éviter le regard des autres. Ok, vous êtes loin d'être la seule. Oui, j'ai évité certaines situations de conflit, mais non pas parce que ça me faisait flipper et que je ne me sentais pas à la hauteur, parce que je sentais intérieurement que ce n'était pas ce dont moi j'avais besoin à ce moment-là. Et je vous rappelle que votre enfant, il est branché en Bluetooth. Vous auriez joué celle qui met du cadre, il l'aurait fait péter le cadre en 2 secondes. Vous n'auriez pas été crédible. Ça n'empêche pas que vous avez réussi à transmettre des valeurs à vos enfants. Oui, non, je crois pas. Enfin, je crois que oui. Eh bien oui, puisqu'ils vont bien aujourd'hui comme jeunes adultes. Ça n'empêche pas que vous avez une chouette relation avec vos enfants. Oui. Donc vous avez eu raison. Et c'est très inspirant le partage que vous faites là pour Charlène qui a des enfants plus petits, peut-être pour d'autres qui ont des enfants plus petits et qui se posent la question de oui, mais on nous dit que. On s'en fout. Ils vivent pas avec vous. Ok? Ils ne vivent pas avec vous. Répétez-vous toujours ça. Ils ne vivent pas avec moi. Non, vous n'allez pas bousiller vos enfants parce que vous aurez eu une mauvaise interprétation d'une situation, vous aurez pris une mauvaise décision. Non. Non, vous aurez 1000 occasions de vous rattraper. 1000 dans une parentalité. Donc, il n'y a rien de ce que vous pouvez faire là aujourd'hui qui est déterminant de l'avenir de vos enfants. J'aime beaucoup dire aussi, et c'est votre cas également, j'aime beaucoup dire aux parents que j'accompagne, vous êtes déjà des bons parents. Vous avez pris 2 heures aujourd'hui pour venir discuter de tout ça. J'ai travaillé avec des parents dont les enfants étaient placés, qui étaient catégorisés comme parents maltraitants. Je vous jure qu'eux, ils sont sûrs de faire bien. Hein. Je ne veux pas les stigmatiser, parce qu'il y a des parents aussi qui évoluent, mais la plupart du temps, dans les familles maltraitantes, les parents ne se remettent pas en question. Hein. Ils sont certains que ce qu'ils font, c'est ce qu'il faut faire. Donc, vous êtes déjà de bons parents. Vous êtes déjà dans cette dynamique de réflexion, d'ajustement entre ce que vous pensez, ce que vous sentez, etc. Donc, à partir de cette base-là, je suis un bon parent. Vous ne pouvez pas faire d'erreur fondamentale. Croyez-moi, si vous faites une erreur fondamentale, votre enfant HPI, il va vous le faire payer cash tout de suite. Vous allez apprendre. J'ai pris une décision, c'était pas la bonne, parce que ma motivation était... J'ai dit oui alors que je voulais dire non, par exemple. J'ai dit oui à une sortie alors que je voulais dire non. Et je rentre le soir et je me dis, il a été infernal toute la journée. Alors que j'ai dit oui et que je n'avais pas envie. Et ouais, c'est justement parce que vous avez dit oui et que vous n'aviez pas envie. Il vous l'a fait payer. Vous auriez dit non, là, j'ai pas envie. Vous auriez tenu votre non, la journée aurait été beaucoup plus agréable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, je lis vos questions avant de revenir. À partir de quel âge je fais le test? Avant 6 ans, pas reconnu par l'école. Dès 6 ans, reconnu par l'école. Alors, en effet, les tests reconnus par l'école, c'est le WISC. Hein. Moi, je ne suis pas experte des tests. Je ne suis pas habilitée à en faire passer, ni à les interpréter, ni à rien de tout ça. Et en vrai, ils m'intéressent assez peu.
simplement parce que ils sont valables souvent pour l'école, en effet, qui pour autant ne mettent pas forcément ce qu'il faut en place derrière. Ce qui est important, c'est ce que vous comprenez de vos enfants. C'est pas l'étiquette que vous allez leur mettre. Bien sûr, ici, je parle de haut potentiel, mais vous l'avez compris, quand moi, je parle de haut potentiel, je parle de milliers de facettes. Je parle aussi de personnalité, je parle aussi de tempérament, je parle aussi d'histoire de vie, de l'enfant, de chacun de ses parents. Je parle aussi d'individus. Donc, l'étiquette HP, en vrai, elle me donne pas beaucoup d'infos, hein. Moi, si j'ai une famille qui arrive en me disant, bah voilà, j'ai besoin d'aide, mon fils est HP, allez-y, dites-moi quoi faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en suis incapable. Je m'adresse à des individus. Alors oui, c'est important d'avoir cette notion qu'il y a un fonctionnement neuroatypique avec des besoins spécifiques qui vont être plus ou moins marqués, mais qui vont aussi dépendre de la personnalité de l'enfant. Donc l'étiquette, elle n'est pas très intéressante. Nous voulions faire l'instruction en famille, mais l'EN nous met des bâtons dans les roues. Entrée en école le 6 janvier hier soir, la maîtresse me dit qu'elle a rentré. Je recommande que si vous avez l'élan de faire l'instruction en famille, montez un dossier grâce à notre cher ami ChatGPT, demandez-lui ce qu'attend l'éducation nationale pour vous construire un dossier et ne vous embêtez pas avec l'administration. Oui, il faut rentrer dans les clous parce que c'est important et même au regard de vos enfants, ça transmet le respect de la loi. Ok, donc bien sûr que on reste dans les clous. J'ai toujours fait mes dossiers de demande, etc., etc. Mais encore une fois, vous pouvez le faire avec ChatGPT, il sait très bien le faire. Vous lui dites, j'ai un enfant de tel âge, je veux faire l'instruction en famille, crée-moi le dossier pédagogique. Il va vous faire ça nickel. Si vous répondez aux attentes de l'administration, il n'y a pas de raison qu'ils vous disent non. Ayant moi-même souffert forcément mettre l'étiquette... Alors, attendez, je ne veux pas forcément mettre d'étiquette, mais c'est forcément comment aborder avec eux les choses. Ok, donc comment aborder les choses avec l'école? Alors en effet, il y a des personnes à l'école qui sont fabuleuses. Moi, j'en ai qui se forment avec moi sur leur propre denier, sur leur propre temps. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont fabuleuses. Il y en a d'autres qui manquent de temps, de moyens, etc. La question est toujours pourquoi... C'est une question qui est toujours intéressante, mais alors là, on pourrait en refaire un atelier de 2 heures. Pourquoi vous avez besoin que votre enfant soit pris en compte dans le cadre de son haut potentiel à l'école? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que vous attendez que ça change pour lui? Personnalité, en quel sens? La personnalité, c'est dans le sens où qui est votre enfant? Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses préférences, qui il est lui comme individu. Est-ce les surprotéger que les mettre en école alternative? Non, 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 c'est pas les surprotéger, c'est mettre en place une instruction qui est cohérente avec vos valeurs. Ça, c'est pas de la surprotection. Ce qui serait surprotégé, c'est je le mets en école alternative et je contrôle en permanence tout ce qu'il y fait, tout ce qu'on lui dit, tout ce qui est décidé en cas de sanction, etc. Là, oui, je surprotège. Si je mets en école alternative parce que ça correspond à mes valeurs éducatives, go. J'ai fait les demandes ces 2 années avec des projets éducatifs, ils refusent. Ce serait intéressant de leur demander pourquoi ils refusent, hein. Ok. Pour mes enfants, faire le test, cela n'a servi à rien du tout pour l'école. On est d'accord. Ce qu'il faut avoir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à adapter et pas forcément. Je suis complètement d'accord avec vous. Encore une fois, l'école, on le sait, n'a pas les moyens de s'adapter. En même temps, les écoles pour HPI, je ne suis pas fan non plus, hein, je vous le partage. La vraie question, c'est comment je vais accompagner mon enfant HPI hypersensible dans son vécu de l'école, moi comme parent. C'est notre job, ça, hein. Ce n'est pas le job de l'école de le faire. Donc, c'est à nous de nous demander, comme parents, est-ce que j'ai besoin d'être plus disponible pour lui? Quelles sont les compétences qu'il va avoir besoin de développer? Comment je peux l'aider à les développer? Etc., etc. Là, à Lyon, nous avons reçu silence vos décisions d'acceptation. OK. Et pourtant, ils nous l'ont retiré. 5 familles concernées sur Lyon. Ouais, ils saoulent. Oui, alors concernant, là, je pense, vous parlez d'instruction en famille, hein, je sais comme ça peut être compliqué.
Continuez, allez plus haut, demandez rendez-vous au rectorat, allez plus haut, lâchez pas. Si vous avez vraiment l'envie de faire l'instruction en famille, lâchez pas. Comment savoir s'ils sont vraiment HP si on n'a pas fait les tests? On s'en fout. Pardon de dire ça comme ça, on s'en fout. Vous savez, ça fait 5 ans maintenant que j'accompagne des parents. J'en ai accompagné pas loin de 600 entre mes programmes de formation, mes accompagnements individuels, les espaces que j'ai créés, etc. J'ai jamais vu un parent qui venait dans un de ces espaces en pensant que son enfant a été HP sans avoir le diagnostic et qui ne l'était pas. Vous êtes ici en sachant que ce HP, c'est cool, parce que c'est cool, c'est un potentiel, donc c'est cool, mais c'est aussi pas mal de galères. Ok? Vous n'êtes pas en train de dire « Oh, mon fils, il est HP, il réussit tout, et c'est facile, et tout est facile pour lui, etc. etc. » Non, vous êtes en train de vous dire « Ok, je vois bien que ça vient avec pas mal de défis, cette histoire-là, quoi. » À partir de là, j'ai jamais vu un parent qui se trompait. Voilà, si ce que je vous ai raconté aujourd'hui, si ce que je vous raconte aujourd'hui, si ce que je continuerai de vous raconter, puisque je vais avoir le bonheur de pouvoir continuer de communiquer avec vous, puisque j'ai pu récupérer vos adresses email. Vous pourrez vous désinscrire à ma newsletter d'ailleurs sans aucun problème. Il y a un lien dans chaque mail, donc si ça ne vous convient plus, vous pourrez vous désinscrire. Mais si ça vous intéresse, vous pourrez continuer de suivre ce que je partage. Si ça vous parle, alors il n'y a pas de mystère. Vous ne posez pas plus de questions que ça. Séverine, je voulais intervenir parce que moi, j'ai une expérience, je ne suis pas éducatrice et chacun son métier. Par contre, j'ai fait beaucoup de pédopsie, j'ai fait du mère-enfant, j'ai fait de l'oncopède, j'ai fait plein de choses, des études de médecine qui ne sont pas abouties. Et par expérience, je me suis rendu compte en discutant avec des pédiatres, en discutant avec des gens du secteur, que quand il y a un TDA, un trouble de déficit de l'attention ou de l'hyperactivité, il faut faire le test. Okay. Mais s'il n'y a pas de TDA ou d'hyperactivité, moi je crois que c'est vraiment à l'évaluation parce que quand vous allez diagnostiquer l'enfant, il y a un risque aussi de surestimation du moi, de je suis meilleur que les autres, de manque d'humilité, et puis de rejet par le groupe, de rejet par les autres. Et je pense que chaque personne, chaque parent, chaque enfant, chaque famille doit réfléchir à la situation et dire qu'est-ce que ça va changer pour nous, comme vous dites. Est-ce que c'est important? Est-ce que si c'est pour la prise en charge scolaire, de dire mon enfant il est hyperactif, ou il a le trouble de l'attention, il nécessite un PAI, un plan d'accompagnement individuel, ce genre de choses, oui, il faut le faire. Sinon, je pense que on peut de toute façon, puis on peut faire le test et pas le communiquer aux enseignants. Oui. La liberté de chacun de communiquer des choses qui n'altèrent pas le comportement dans la scolarité. Oui. Moi, je partage complètement votre avis, Nathalie. Le test n'est vraiment pas le passage obligatoire. D'ailleurs, j'ai des parents, des fois, qui me disent « Mais je voudrais bien que vous m'accompagniez, mais on n'a pas le test. » Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de chercher l'individualité de votre enfant, c'est tout. Et en vrai, je pourrais accompagner plein d'autres profils. Parce que ce qui m'a toujours intéressée, c'est d'accompagner l'individualité. Il se trouve que, concernée moi-même et mon fils par le haut potentiel, je me suis formée dans ces affaires-là. Vous avez sur Lyon mon amie Fanny Nussbaum avec le centre Psyrène, qui vous connaissez sans doute, auprès de laquelle je me suis formée, que j'ai la chance d'avoir dans mon cercle amical, donc qui est chercheuse en intelligence et qui donc continue ses travaux, parce qu'on est loin de tout savoir sur toutes ces choses-là. Donc j'ai la chance d'être au seuil quand quelque chose sort. Je suis en contact avec Fanny et elle peut me le partager. Mais c'est aussi avoir l'humilité d'accepter qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on pressent. Le livre de Fanny Nussbaum et du docteur Revol, Les phylocognitifs, est très intéressant. Si vous deviez avoir un livre sur le haut potentiel, pour moi, ce serait celui-là, sur les phylocognitifs. Mais au-delà de ça, ce qui compte, c'est qui est votre enfant et qui êtes-vous comme parent, encore une fois. Les phylocognitifs, vous voulez que je vous le marque dans le chat? Je vais vous le marquer. Avec plaisir. Oui. Donc, c'est Fanny Nussbaum qui est sur Lyon. Olivier Revol, je pense que vous le connaissez. Et il y a Dominique. Sapé-Marine
Marinier, pas Matinier, mais vous trouverez. Oui, s'il n'y a qu'un livre sur le haut potentiel que vous devriez lire, en vrai, c'est celui-là. En attendant, la question, c'est ça aussi, hein, c'est aussi vous questionner sur qui je suis comme parent aujourd'hui. Quelle est la posture que j'ai? Est-ce qu'elle me convient? Est-ce que la vraie question, c'est est-ce que la posture que j'ai aujourd'hui me permet de maintenir une belle relation de qualité avec mon enfant? Parce que dans toute situation, la seule chose dont je sois certaine, et je vous jure, il n'y en a pas beaucoup, c'est que la chose qui compte le plus, c'est de maintenir une belle relation de qualité avec son enfant. Pourquoi? Parce que sans cette base-là, rien n'est possible. Si vous n'avez pas réussi à créer une belle relation de qualité avec votre enfant, dans laquelle vous ne vous sacrifiez pas, dans laquelle il n'a pas besoin de se suradapter, dans laquelle chacun peut tenir sa place, avec des hauts et des bas, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des montagnes, quand on est intense, parfois c'est des montagnes russes, parfois c'est mouvant, ça bouge, parce que c'est vivant, c'est une bonne nouvelle que ça bouge, mais si quoi qu'il arrive, la relation est construite et est solide, alors vous allez pouvoir tout affronter. Et donc la question, c'est de se dire, ok, est-ce que dans ma posture actuelle, est-ce que je me sacrifie? Est-ce que je suis épuisée? Vous m'avez dit au début de cet atelier que vous vous sentiez fatigué. Si vous vous sentez fatigué, c'est qu'il y a quelque part un endroit où vous vous suradaptez, où vous vous sacrifiez dans votre parentalité. Je vais vous partager quelque chose. Je suis fibromyalgique, je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent cette pathologie, c'est de la fatigue chronique, c'est des douleurs musculaires. Je suis maman solo par choix, ok, c'est pas une souffrance, c'est un truc que j'ai fait volontairement. La vie m'a amené à prendre cette décision, plus exactement. Mon fils a 14 ans, je suis absolument pas fatiguée par ma parentalité. Il y a beaucoup de choses qui me fatiguent dans la vie, mais pas ma parentalité. Ok? Donc, c'est possible. Je ne suis pas en train de vous dire, regardez, je suis trop forte. D'accord? C'est juste, je suis en train de vous dire, regardez, avec toutes mes vulnérabilités, d'hypersensible, de fibromyalgique, de maman solo, qui a fait le choix de faire l'instruction en famille depuis toujours à son enfant, c'est possible d'avoir une belle relation de qualité avec son enfant. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous dis, c'est possible. Et je vous dis surtout que si moi, avec qui je suis, mon petit moi, si moi j'y arrive, alors vous pouvez y arriver, il y a zéro raison que vous n'y arriverez pas. Mais ça passe par se poser cette question de quelle place est-ce que je tiens dans ma parentalité? Est-ce que je suis alignée avec... C'est la question, et le témoignage de Aude était tellement important tout à l'heure parce qu'il mettait vraiment en avant ça. Aude, elle était dans cette posture de moi, je sens que dans qui je suis moi, et peut-être intuitivement dans ce que je sens des besoins de mon enfant, mais d'abord dans qui je suis moi, la relation, elle ne passe pas par le conflit. Elle a mis en place ça, elle s'est protégée du regard des autres, elle a un conjoint peut-être qui a joué une autre partition, qui a été complémentaire avec elle, possiblement, mais en tout cas, ses enfants vont bien, la relation va bien. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça vous dit qu'il n'y a pas une manière d'être parent. Je ne sais pas si vous avez entendu ce nouveau truc là. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, qu'il allait avoir un permis d'être parent, enfin qui réfléchissait à mettre en place quelque chose de cet ordre-là, mais il n'y a rien de plus stupide. Il n'y a pas un bon parent, il y a comment moi, avec qui je suis, mes casseroles, mes blessures, mon histoire, mon vécu actuel. Quel parent est-ce que je suis aujourd'hui? Et puis si dans quel parent je suis aujourd'hui, je vois que ça crée quand même encore de la tension avec mon enfant. Alors ça veut dire qu'il y a quelque part entre mes besoins et les siens où on n'est pas encore suffisamment aligné. Ça veut dire peut-être que dans ma posture, je fonctionne encore en pilote automatique de suradaptation ou des croyances véhiculées par ma propre éducation, par mon système familial, etc., qui fait que j'arrive pas encore à trouver cet alignement. Bonne nouvelle, ça peut se faire à n'importe quel moment de la vie. Comme pour votre petite fille, Charlène, ça ne s'arrête pas à 3 ans. Et comme parent, ça ne s'arrête pas aux 3 ans de l'enfant, aux 10 ans de l'enfant, aux 15 ans de l'enfant. J'accompagne des familles dont les jeunes ont 18 ans. Donc, on n'est même plus dans de l'enfant, on est dans du jeune adulte, mais ils sont encore à domicile, il y a encore des défis.
C'est toujours possible d'avancer. Et de n'importe où on soit, que vous en soyez, je suis complètement paumée, je ne sais plus du tout ce que j'ai envie de faire. Elle me parle d'alignement, je ne sais même pas qui je suis, je ne vois même pas de quoi elle veut parler. Que vous en soyez là ou que vous en soyez à... J'ai déjà fait un peu cette expérience. Il y a des choses qui sont déjà claires pour moi, puis il y en a d'autres où je vois qu'il y a encore de la tension avec mon enfant, il y a encore des conflits, des difficultés. Et ben go, prochain petit pas. On peut démarrer de là où on en est. Il n'y a pas de niveau requis. D'accord? Le niveau requis, c'est vous êtes déjà un bon parent. Ensuite, sur ce chemin-là, est-ce que vous avez envie de faire de cette parentalité une merveilleuse aventure, l'aventure de votre vie qui va vous permettre de vous découvrir aussi? On ne le dit pas assez, mais être parent, mon Dieu, ce n'est pas le plus beau chemin de développement personnel. Toutes ces questions qu'on ne se serait jamais posées si on n'avait pas été parent, c'est quand même assez fou quand même sur soi. OK? Donc, c'est ça. C'est à partir de là, c'est quoi mon prochain petit pas vers la version de moi-même que j'aimerais, que je sens que j'ai à l'intérieur de moi, mais qui n'arrive pas encore complètement à éclore. Est-ce que vous avez des questions? On se fait un petit temps dans les 10 minutes qui restent, un petit temps d'échange comme ça, ou un petit retour peut-être aussi sur ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes un peu plus éclairé? Je suis désolée, moi je dois vous laisser parce que j'ai un rendez-vous médical. Mais merci beaucoup pour cette conférence super instructive et merci pour tous ces apports. Merci de votre retour. Écoutez, si ça vous a apaisé, je suis contente. Belle journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois hyperactivité reconnue, comme par exemple un besoin énorme de bouger, un trop-plein d'énergie, enfant qui se déplace, bouge. Oui, attention à l'hyperactivité chez les enfants au potentiel. L'hyperactivité peut être un signe d'ennui chez les enfants HP. Donc, on a beaucoup aussi de faux TDAH ou de faux TDA tout simplement chez les enfants HP, mais souvent TDAH. Parce qu'en fait, un enfant HP qui s'ennuie, il vrille, hein. Donc, il s'agite, il bouge, il saute. Parce qu'il faut comprendre qu'un enfant au potentiel qui s'ennuie, c'est un enfant qui pense tout le temps à un enfant au potentiel. Et quand il pense, un enfant, il y a un biais cognitif chez les enfants au potentiel. Quand il pense pas à des trucs fun. Il pense à la dispute de ce matin avec maman. Il pense à papa et maman qui se sont disputés. Est-ce que peut-être ils vont divorcer? Il pense au réchauffement climatique, à la guerre en Iran, en Ukraine. Il pense qu'à des trucs qui sont pas cool du tout. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas aller se coucher, hein, d'ailleurs. S'ils sont en classe et qu'ils s'ennuient et que du coup ces pensées envahissantes et anxiogènes s'emparent d'eux, ils n'ont pas envie. Donc ils bougent, ils font les pitres, ils font les clowns, ils s'agitent pour ne pas penser. Donc attention avec l'hyperactivité, de vérifier que derrière ça ne se cache pas de l'ennui. Je voudrais partager, pour finir, moi ça m'a apporté beaucoup de choses, cet atelier de 2 heures, de rester toujours dans l'humilité aussi de ce qu'on vit et de ce que chacun traverse. Et moi, mon fils a failli souffrir d'autisme sévère à la crèche, et c'est une éducatrice de crèche, donc je la remercie. Hein. Je ne vais pas vous donner son nom, Liliane, mais qui m'a dit il faut faire quelque chose parce que votre enfant s'enferme. Il était gay et tout, il s'enferme. On ne sait pas ce qu'il a. Et quand on a trouvé des méthodes qui ont marché, tous les enfants de la crèche dont les parents étaient volontaires ont pu utiliser ces méthodes, et ils ont fait à la crèche, ils ont commencé les cartes mentales qui sont maintenant utilisées dans les écoles. Les cartes mentales. Je dis que quand on a, et c'est une crèche semi-privée, semi-publique, quand on a des enfants et qu'il y a des choses qui fonctionnent, il faut vraiment essayer d'être dans le partage avec les autres parents. Parce que nous, si on est HP, on peut reconnaître des signes chez les enfants en se disant c'est peut-être HP comme moi, t'as fait comme moi, mais c'est peut-être HP. Ceux qui sont pas du tout HPI, que dans le couple, il n'y en a pas un des deux, ou dans l'entourage, il n'y en a pas, ils n'ont aucun moyen d'identifier ce genre de choses. Et du coup, on laisse leurs enfants de côté et on les laisse dans l'incompréhension. Et de toute façon, on n'a pas les solutions, hein, mais plus il y a de gens qui, je trouve, qui sont dans le partage, et plus chacun y trouve des ressources. Merci à tous. Juste au cas où, si ça vous intéresse ce sujet-là, aujourd'hui, on a un atelier avec Cinéose sur comment organiser ses idées avec la carte mentale. Génial. De 17h à 18h. Ouais, c'est un super support, les cartes mentales pour les enfants HP. Et encore une fois, j'aime beaucoup l'idée de Nathalie qui est la solidarité qu'on a besoin de trouver comme parents d'enfants atypiques. Moi, je sais que les membres de ma communauté,
je crois que c'est ce qu'ils préfèrent. C'est de se retrouver. J'ai un groupe, entre autres, où ils se retrouvent avec moi 2 fois par semaine. Et ce qu'ils aiment, en fait, c'est pas venir chercher des solutions, mais c'est venir voir que ils sont dans la même galère, parfois dans les mêmes joies aussi, dans les mêmes réussites, s'inspirer des uns des autres, se soutenir les uns les autres. C'est aussi quelque chose de très important parce que, encore une fois, je pourrais vous en parler toute la journée, mais une des difficultés quand on est parent d'enfants à haut potentiel, c'est que vous savez, à la sortie de l'école, que font les parents? Ils parlent des progrès de l'un, de l'autre. Ah bah tiens, moi maintenant il sait faire ça, avant il savait pas, et puis surtout quand ils sont petits. Sauf que quand on est parent d'un enfant à haut potentiel, le développement n'est pas le même. Un enfant à haut potentiel, il se développe pas de manière comme ça linéaire. Mais il va être très intéressé par tel sujet et il va faire un pic dans ce sujet-là, hop. Et puis sur un autre pic, pouf, il va être là. Très souvent, c'est des enfants qui parlent très, très tôt et très bien, très tôt, mais qui, par exemple, ne développent pas en psychomotricité. C'est beaucoup plus compliqué pour eux parce qu'ils ne peuvent pas tout faire en même temps, par exemple. Et donc, on n'a pas cette référence sociale pour se rassurer comme parent de c'est normal, mon fils suit l'évolution classique d'un enfant HP. Et c'est en ça que pouvoir s'en parler entre parents d'enfants à haut potentiel, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous remettrai avec l'accord du festival, mais je pense que ça posera pas de problème. Sous la vidéo YouTube, je vous remettrai les liens vers mes différents espaces si vous voulez pouvoir aller regarder mon site web, mon blog ou tout un tas d'autres choses que je suis partout. Si vous tapez mon nom, vous allez me trouver. Mais voilà, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous aurez cette possibilité-là. Vous qui êtes déjà inscrit à l'atelier, de toute façon, je vais vous envoyer toutes ces infos par mail. Et puis les autres qui me découvrez grâce au festival sur YouTube, je me permettrai de remettre en commentaire les différents liens de mon espace. Est-ce que c'est OK pour vous? D'autres questions? Je crois qu'il y a Aude qui lève la main. Oui, c'est juste pour... Pardon, je n'avais pas vu, merci. Non, pas de souci. C'est juste un petit témoignage. C'est dommage, Charlène n'est plus là, mais pour montrer comment les épreuves peuvent être bénéfiques. Enfin, c'est comme ça que je le lis. Du coup, j'ai un peu dit tout à l'heure, mon fils en 5e l'année dernière, on l'a déscolarisé parce que ça n'allait pas... à la fois harcèlement, ennui, on ne sait pas trop en fait, mais il y a son comportement qui a complètement dégringolé. Il avait des maux de ventre, des maux de tête, des maux pas possibles. Tous les matins, c'était très très compliqué d'aller à l'école. Donc au bout d'un moment, on a fait tout ce qu'il fallait, les fiches harcèlement, tout ça. Le collège, ils étaient bien sympas, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et puis, sans doute que c'était aussi beaucoup plus complexe que ça. Donc, on l'a déscolarisé à partir du mois d'avril. Et en fait, je pense que ça a été une période où la communication entre lui et nous s'est beaucoup développée. Parce que on a fait appel à des professionnels, parce qu'on a beaucoup parlé, etc. Et en fait, ça a complètement transformé la relation. Ouais, génial. Et c'est encore durable maintenant. Mais c'était voilà, ça a été vraiment une situation de crise et comment dire, d'épreuve, enfin vraiment au bout du rouleau, tout le monde au bout du rouleau, mais ça nous a appris à faire autrement, quoi. J'adore ce partage. Merci Aude de votre partage. J'adore ce partage parce qu'il montre comment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne va pas ni nous protéger comme parents de défis parentaux, ni protéger nos enfants de comment la vie va les traverser. Mais c'est vraiment toujours, et c'est pas une vision édulcorée du monde, que de dire, la preuve, Aude le partage aussi, que de dire ce qui compte, c'est de voir ce que l'expérience nous apprend, qu'est-ce que j'en fais en fait. Et ça change tout dans la dynamique. Merci pour ce partage. Ok, et bien écoutez, si vous n'avez plus de questions, Margot, est-ce que on s'arrête là pour cet atelier? Pour moi, c'est tout bon. J'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup. Tu es concernée aussi, toi, Margot? Pardon? Tu es concernée aussi par
Non, mais ça m'intéresse toujours parce que j'ai une formation en naturopathie et du coup, pour Ok. accompagner des familles et des enfants, c'est toujours intéressant de comprendre un petit peu le lien entre l'équilibre psycho-émotionnel, la nutrition, le sport aussi. Donc voilà, c'est toujours des connaissances que j'ai en plus et pour discuter de ça ou même réorienter du coup les familles qui se présentent chez moi, quoi. Super. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été présent et d'avoir assisté à cet atelier, puis d'avoir partagé avec nous, avec beaucoup d'humilité et avec confiance, les expériences que vous traversez. J'ai adoré participer à ce festival, ce très joli festival, de cette manière-là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Séverine, et puis à bientôt. Au revoir. À Merci. bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Belle journée à tous, à toutes. Ça va, ça a été? Nickel pour moi. Ouais, Et toi, c'était ça paraît super. parti cohérent? Ouais, c'était Oui. super structuré. Oui, oui, et j'aime beaucoup ce côté où tout le monde interagit, rebondir sur les expériences de chacun. Je pense que c'est la meilleure méthode pour pouvoir mettre à l'aise les gens plutôt que de faire que vraiment de la théorie, Ah, quoi. puis c'est chiant. Ouais. Puis c'est chiant. Non, Voilà. mais c'est vrai, tu vois, là, on fait pas ces métiers pour être des experts. Tu peux venir, ça. Je peux venir. Ouais. C'est mon fils qui était dans un petit coin de l'appartement. Je dis, c'est bon, tu peux bouger.